Donc je disais merci beaucoup aux trois associations qui ont organisé ce débat. Je vais essayer de ne pas être trop long dans l'introduction, mais je pense que c'est bien d'apporter des éléments d'argument. Je pense que si on est tous et toutes ici ce soir, c'est qu'on est déjà assez convaincus sur les questions de climat, sur le besoin de changer de modèle. Mon but n'est pas de faire une conférence, mon but est de trouver des alliés pour faire bouger les choses assez vite. Donc je pense que vous connaîtrez la plupart des arguments, mais peut-être que ça va vous renforcer, vous donner plus de choses pour en parler autour de vous. Et puis après ça, assez vite, on pourra passer au dialogue, au débat. Donc que faire après la COP? Je crois qu'il y a encore besoin, c'est quand même très décevant. J'ai vu personne qui disait que la COP 26 avait été un succès. Il avait les larmes aux yeux, le président de la COP à la fin, en finalisant le texte. Donc un président d'une conférence internationale a du mal à ne pas pleurer en public, c'est quand même que c'est pas un grand succès. Et je pense que le débat est très important. J'ai revu ce week-end une enquête qui est sortie dans le journal Le Monde il y a 3 semaines et qui dit que 75% des jeunes Français pensent que l'avenir va être effrayant, que 45% hésitent à avoir des bébés tellement ils pensent qu'on va vers un monde invivable. Et donc je crois qu'il y a de bonnes raisons d'être très pessimiste. L'autre jour, je rentrais à la maison et j'ai un de mes fistons qui a 17 ans qui me disait « Papa, est-ce qu'on va vers un effondrement ?» Donc je crois que si on ne change pas radicalement de modèle, il y a de très bonnes raisons. Ce n'est pas juste les 18-25 ans qui pensent qu'on va vers un monde effrayant. J'ai plus de 50 ans et je suis aussi franchement inquiet. Mais je crois qu'il n'est pas trop tard pour agir. Et plutôt que chacun déprime chez soi et se dise putain c'est foutu, et que chacun reste chez soi à soigner sa dépression en regardant des bêtises à la télé pour vider la tête, c'est quand même mieux de réfléchir ensemble et d'essayer ensemble de trouver des solutions et d'essayer ensemble de faire bouger les choses. Donc merci beaucoup à ceux et celles qui ont organisé ce débat. Le premier point, c'est pour faire bouger les choses, dire la gravité. Après ça, l'essentiel de mon exposé, ce sera sur quelles sont les solutions, mais je crois qu'il faut dire la gravité. Premièrement, dire la gravité, si du point de vue économique, vous l'avez dit, je suis député européen. Merci à ceux et celles qui ont voté pour nous. Je ne pensais pas être député, mais merci. Et le Parlement m'a confié une responsabilité importante. Je suis rapporteur général du budget. Ça veut dire qu'au nom de tout le Parlement européen, c'est moi qui, chaque année, il y a une ou un député qui est responsable de tout le budget, qui est rapporteur général. Et pour 2021, c'est à moi qu'on a confié cette responsabilité, ce qui est un boulot passionnant et qui permet d'avoir contact avec plein de gens de VIP, de dirigeants. Et je me souviens, cette courbe, je commence toujours par celle-là parce qu'elle est assez impressionnante, c'est le nombre d'événements climatiques extrêmes qui ont des conséquences financières. C'est bien des sociétés d'assurance. C'est quand il y a 3 millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau, et la vidéo est foutue, la cuisine est foutue. Les sociétés d'assurance, pour ne pas faire faillite, sont elles-mêmes réassurées. Et donc ça, c'est une courbe qui vient du numéro 2 de la réassurance au niveau mondial et qui montre comment le nombre d'événements climatiques extrêmes a déjà été multiplié par 2,5 depuis 30 ans. J'en vois qui prennent des photos, vous avez évidemment le droit, mais on peut aussi vous donner le PowerPoint gratuit, comme ça vous évite de faire une photo pour chaque graphique, vous aurez la totalité gratos. Donc cette courbe, elle est assez impressionnante et en même temps elle sous-estime le problème parce qu'on sait que dans les pays du Sud, les gens sont très très mal assurés et que quand il y a eu 1000 morts avec le cyclone Idai, on n'en a pas beaucoup parlé, mais 1000 hommes et femmes qui sont morts et puis des millions qui ont tout perdu, je pense que ce n'est même pas pris en compte dans cette courbe tellement dans les pays du Sud, les gens sont très mal assurés. Mais cette courbe, si elle m'a marqué, c'est parce que d'abord elle est assez claire et puis une fois je voyais l'ancien chef de cabinet d'Angela Merkel, donc un monsieur qui compte beaucoup, et il m'avait dit qu'il n'avait que 20 minutes pour me recevoir. Et en fait, il m'a gardé 1h30 parce que peut-être qu'il a trouvé que je ne venais pas avec du blabla, ma vision du monde, mais que j'apportais des arguments incontestables. Et à chaque fois, il prenait les courbes, il les montrait à son équipe et il me demandait à la fin si je pouvais lui envoyer toutes les courbes. Et à la fin, il me disait « J'appelle le conseiller Europe d'Angela Merkel pour que vous alliez le voir parce qu'il avait trouvé des bons arguments. » Donc je pense que si on est ici, c'est qu'on est tous et toutes convaincus. La question est de savoir comment est-ce qu'on fait bouger assez vite. Il y a une course de vitesse qui est engagée. C'est une ville... À Grenoble, on a bien Pierre Mendès France, ça a été parmi vos grands responsables politiques. Et Pierre Mendès France, en 1930, son premier livre qu'il a sorti, il finissait ses études, c'est sa thèse d'économie. Et le premier livre de Pierre Mendès France, c'est Contribution aux États-Unis d'Europe. Contribution aux États-Unis d'Europe. Et ce qui revient en permanence, c'est qu'il y a une course, c'est juste après la crise de 29. La crise de 29 vient d'éclater. Il y a un autre livre important qui vient de sortir, c'est le livre de Sigmund Freud, Malaise dans la culture ou Malaise dans la civilisation, où Sigmund Freud dit qu'il y a une pulsion de mort en chacun de nous et dans le capitalisme et que ça peut très très mal finir. Et quelques semaines après le grand livre de Sigmund Freud qui parle de cette pulsion de mort, il y a le livre de Pierre Mendès France qui propose des solutions. Et ce qui revient en permanence, c'est qu'il y a une course de vitesse qui est entamée entre l'international des peuples et l'international des capitaux, et que si on veut que l'international des peuples gagne la bataille, il faut faire les États-Unis d'Europe, il faut une monnaie unique
avec un gouvernement politique, il insiste, une monnaie unique avec un gouvernement politique et mettre toutes les marges de manœuvre sur un projet social pour l'Europe. Ce mec est génial, simplement il a 28 ans et personne ne l'écoute. On écoutera Pierre Mendès France quelques années plus tard à Bretton Woods. Entre-temps, il y aura eu 40 millions de morts. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que le sentiment de course de vitesse, le fait qu'il y a une urgence pour faire bouger les choses avant la barbarie, c'est ça qui irrigue tout le travail de Pierre Mendès France dans ses années d'étudiant, en particulier après la crise de 29. Et je crois qu'on partage tous ce même sentiment. Et donc, il faut qu'on arrive à convaincre autour de nous, et ce n'est pas forcément BFM ou TF1 qui nous donneront du temps. Donc chacun et chacune de nous doit être capable d'être ambassadeur, ambassadrice, pour dire la gravité du problème et pour dire les solutions. Donc cette courbe, elle montre que déjà, ce n'est pas peut-être une hypothèse. Claude Allègre expliquait que peut-être qu'il y aura un problème climatique dans 30 ou 40 ans. Ben non, déjà, le nombre d'événements climatiques extrêmes a déjà été multiplié par 2,5. Deuxième point de diagnostic, il reste presque tout à faire. Avant d'être député européen, j'étais membre du Haut Conseil pour le climat qui avait été créé par Emmanuel Macron. Et une des premières choses qu'avait fait le Haut Conseil pour le climat, c'était de faire le bilan carbone de la France. Et vous voyez 3 courbes. La première courbe en verte, c'est si on tient compte uniquement du CO2 qui est émis sur le territoire national. Et ça, chacun de nous fait des efforts, toutes les collectivités font des efforts, quasiment toutes les entreprises font des efforts. Donc le bilan carbone sur le territoire national a diminué. Mais si on tient compte des produits qui arrivent de Chine ou d'autres zones du monde, il n'y a quasiment aucun progrès. L'empreinte carbone globale de la France n'a pas diminué. On voit qu'il reste l'essentiel à faire. Troisième élément de diagnostic, c'est tous ceux et celles qui pensent, parfois de bonne foi, qu'au moins avec ce satané virus, ce virus qui a tué des millions de gens, ce virus qui fout en l'air, qui complique toutes nos vies, mais il y a peut-être un point positif, peut-être un, c'est que le CO2 a diminué. Et tout le monde dit, en 2020, pour la première fois depuis très longtemps, le CO2 a diminué. Hélas, ça n'est vrai que pour le CO2 qui vient directement de nos économies, qui vient directement de nos usines et de nos camions. C'est vrai qu'il a diminué. Mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur que le CO2 qui vient des feux de forêt a plus que compensé la baisse du CO2 liée au virus. Cette courbe, elle est assez impressionnante, c'est en Californie. En Californie, ils aiment bien leur forêt, et depuis 1930, à chaque fois qu'il y a un feu de forêt, d'abord ils essayent de l'éteindre évidemment, et puis après ça, ils mesurent les surfaces qui ont brûlé. Et vous voyez que donc c'est le total des surfaces qui ont brûlé en Californie depuis 1930, et vous voyez que la seule année 2020, à elle seule, l'année 2020, c'est un tiers des surfaces qui ont cramé. C'est monstrueux. Donc le monstre est en train d'échapper à ses créateurs. Même quand le système économique est à l'arrêt à cause du virus, eh bien, le réchauffement climatique a fait tellement de canicules, de sécheresses, qu'il y a des millions d'arbres à travers la planète qui sont prêts à brûler. Il suffit de la moindre étincelle et il y a des feux de forêt monstrueux qui envoient du CO2 dans l'atmosphère. Et le CO2 dans l'atmosphère va accélérer le dérèglement climatique. Et la Californie n'est pas une exception. Vous vous souvenez peut-être en Australie, 440 morts dans les feux de forêt. J'ai vérifié le chiffre 3 fois. Il y a tous ceux et celles qui sont morts immédiatement en Australie parce que leur voiture est entourée par les flammes, en 2 minutes, c'est fini. Et puis il y a tous ceux qui vont rester 2 semaines ou 3 semaines à l'hôpital, mais on n'arrive pas à les sauver. 440 morts dans les feux de forêt en Australie, et évidemment un CO2 monstrueux. En Sibérie, moi quand j'étais petit, en Sibérie, il faisait froid, il y avait de la glace et de la neige, et l'an dernier, on a vu des feux de forêt monstrueux. Donc le dérèglement climatique, c'est un des cercles vicieux dont nous parlaient les climatologues depuis 40 ans, mais maintenant c'est monstrueux, c'est le dérèglement climatique fait des feux de forêt, les feux de forêt font du CO2 qui va accélérer. Et le bilan qui est mesuré à Mauna Loa, vous savez sans doute qu'il y a un observatoire qui a été mis en place en 1958 par l'armée américaine et par les scientifiques à 3000 mètres d'altitude pour être loin de toutes les pollutions. Donc ça veut dire accessoirement que déjà en 1958, les scientifiques américains pensaient qu'il y avait un vrai problème avec le CO2 et ça méritait de faire un observatoire, pourtant dans des conditions très compliquées, à 3000 mètres sur une montagne. Voilà, mais donc depuis 1958, on mesure le CO2 toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, et le bilan, là, en un an, c'est que le CO2 a augmenté de 2,6 unités, 2,6 ppm. Ça veut dire qu'il n'y a aucun ralentissement. C'est ça l'indicateur principal avec les températures. C'est un des indicateurs fondamentaux. Le CO2 dans l'atmosphère, la mesure globale du CO2 dans l'atmosphère, aucune accalmie. Dans les années 60, quand on a commencé à mesurer le CO2, il augmentait de 0,8 unités chaque année, plus 0,8. Et là, vous voyez qu'on est sur un rythme 3 fois supérieur, plus 2,4, et l'année dernière, malgré le Covid, plus 2,6. Donc tous ceux qui se rassurent en disant « bon, au moins, avec le virus, on a une petite accalmie », il n'y a aucune accalmie, il est urgent de casser la courbe et de ne pas compter sur un Sainte Rita, la patronne des causes désespérées, qui va s'occuper du climat à notre place. Si on ne fait rien, quand on dit que 75% des jeunes pensent que l'avenir est effrayant, ils ne sont pas les seuls, même les climatologues qui ont 60 ans pensent que l'avenir peut être effrayant. Ça, c'est les prévisions de Météo France pour la France à partir de 2050.
et on espère tous être encore là, moi je serai plus vieux que vous, mais j'espère être encore là quand même en 2050, 2060, et bien on nous prévoit des canicules à 54, 55 degrés. Et ça c'est très mauvais pour le corps humain. On sait tous qu'on est fait pour fonctionner à 37 degrés, 37. Quand il fait trop chaud, pour le moment les maximums qu'on avait vus en France c'était 42 degrés, la courbe celle-là c'est les maximums déjà observés. Quand il fait 42 degrés au mois d'août, bon, on reste à la maison, on boit beaucoup d'eau fraîche, on ne travaille pas, on a du mal à dormir, mais ce n'est pas grave, c'est pendant les vacances, donc on récupère. Mais par contre, si on a tous les 3 ou 4 ans, bah, ce seraient des canicules très fréquentes, des canicules à 53, 54, 55 degrés, ça le corps humain il n'aime pas. Météo France dit que si on ne fait rien, mais ça n'est pas une fatalité, mais si on continue le scénario le plus probable, on aurait chaque année, rien qu'en Europe, 150 000 morts à cause des canicules. Petit point quand même d'observation, quand je disais qu'en 1958 déjà on a fait l'observatoire de Mauna Loa, c'est une façon de dire que les lobbies nous ont fait perdre un temps monstrueux, que déjà en 1988, vous voyez la une du New York Times, c'est pas la petite feuille de chou éditée juste par 3 copains dans leur coin qui sont un peu à l'écart de... Voilà, en 1988 déjà, à la une du New York Times, il y avait le réchauffement climatique, parce que les plus grands scientifiques américains, le chef scientifique de Kennedy, le chef scientifique de Johnson, avaient travaillé pendant des mois et avaient remis la veille au Sénat un rapport qui avait été tellement clair que la plupart des sénateurs avaient compris. Et la conclusion, c'est qu'il y a un vrai problème de réchauffement climatique qui commence. Il est dû pour plus de 95% aux activités humaines, mais donc ça n'est pas une fatalité. C'est pas comme quand les dinosaures se prennent un astéroïde, les pauvres dinosaures, ils n'y pouvaient rien. Et la conclusion du rapport à la une des journaux en 88, c'est on a 20 ans pour sortir des énergies fossiles. Pas de panique, on a un problème, mais on a la solution. Et les États-Unis, les scientifiques qui étaient au Sénat disent on a 20 ans pour sortir des énergies fossiles. C'était en 1988, et tous les lobbies qui veulent vendre du pétrole, qui veulent vendre du gaz, se sont déchaînés pour mettre du doute. Peut-être que oui, peut-être que non, on va refaire des études, c'est compliqué, hop, hop, hop. Et on est en 2021 et on n'a quasiment fait aucun progrès. Donc l'ONU nous exhorte, tous les 6 mois, l'ONU sort un nouveau rapport, je pense que c'est dans un dictionnaire des synonymes à chaque fois pour trouver un mot plus fort. Là, ils expliquent qu'il y a un écart catastrophique, et ils ont raison, un écart catastrophique entre les engagements des États. Ce que nous dit l'ONU, c'est que même si tous nos États, tous les pays du monde respectaient les engagements qui ont été pris après l'accord de Paris, ça donnerait la courbe en vert, on aurait un réchauffement de 3 ou 3,2 degrés. 3,2 degrés. Et donc l'ONU nous supplie de casser la courbe et d'avoir un changement radical dans nos modes de vie. Donc je crois effectivement qu'il faut un changement radical, qu'il faut arrêter le pipeau, qu'il faut arrêter les beaux discours, et qu'il faut, je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence à ce qu'a fait Roosevelt. Roosevelt, c'est d'abord le New Deal. Quand il arrive au pouvoir en 1933, il y avait des millions de pauvres, des millions de chômeurs, et il donne une impulsion sociale. Il fait passer 15 réformes en 3 mois. Hein. Il est paralysé, il n'arrive pas à se mettre debout, mais il fait passer 15 réformes, il n'arrive pas à se mettre debout tout seul, mais il remet des millions de gens en mouvement, il leur redonne confiance, il leur change la vie quotidienne avec 15 réformes passées en 3 mois. Et puis après ça, quand il y a l'attaque de Pearl Harbor, quand les Japonais bombardent, il est capable de dire, avec l'argent des Américains, il déclare la guerre et il se donne les moyens de transformer. C'est une métamorphose complète de l'économie américaine. En quelques mois, il y a une métamorphose pour le bien commun de l'époque. Le bien commun de l'époque, c'est vaincre les nazis et vaincre les armées japonaises. Et bien, je pense qu'il faut faire pareil, qu'il faut être capable de déclarer la guerre au dérèglement climatique. C'est la seule guerre qui ne fera aucun mort, et c'est même la seule guerre qui va éviter des millions de morts. C'est la seule guerre, je pense, qui peut rassembler tous les peuples du Nord, les peuples du Sud, qui peut rassembler toutes les générations. Et je crois qu'il faut donner les moyens, effectivement, de changer de braquet, de déclarer la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est là que le rapporteur du budget intervient. Parce que si on veut isoler toutes les maisons, si on veut faire des transports en commun partout, y compris dans mon coin des Pyrénées, là c'est super, à Grenoble il y a plein de transports en commun, mais dans mon coin des Pyrénées, il y avait plein de gilets jaunes qui grognaient, parce que quand vous avez tous ceux qui ont du boulot dans mon coin, ils doivent prendre la voiture pour aller à Pierrefitte ou Argelès, il n'y a aucun transport en commun. Ils seraient très très contents d'avoir les transports en commun, hein, surtout l'hiver quand il y a du verglas et que c'est vraiment risqué, ils seraient très heureux d'avoir des transports efficaces et pas trop chers, mais il n'y en a pas. Et donc si notre seule réponse est d'augmenter le prix de l'essence, on comprend qu'ils grognent. Par contre, si on est capable de mettre en place des transports en commun, ils seront très très heureux de ne pas prendre leur voiture. Ce sera mieux pour eux, mieux pour leur confort, mieux pour leur portefeuille. Donc il y a un besoin massif pour isoler les maisons, pour transformer l'agriculture. Il y a une évolution des mentalités très claire chez les agriculteurs. Il y a 4 ans, j'ai été invité pour l'événement de rentrée de tous les jeunes agriculteurs, la branche jeune de la FNSEA. Et le grand débat de l'après-midi, c'était que peut faire l'Europe pour gagner la bataille du climat ? Que peut faire l'Europe pour gagner la bataille du climat? Et le jeune agriculteur, je ne vous parle pas de la Confédération paysanne, hein, je vous parle de la branche jeune de la FNSEA. Et il disait, ce débat était inimaginable il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la plupart d'entre nous, on était climato-sceptiques, Claude Allègre était notre héros et les écolos nous a cassé les pieds.
Aujourd'hui, il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les paysans, parce qu'il y a 3 ans, les inondations ont fait perdre 30% à la récolte de blé, que depuis 3 ans, au contraire, on a des canicules, on a des copains qui vont devoir tuer une partie du troupeau parce qu'il n'y a plus assez d'herbe et plus assez de foin. Quand vous avez deux étés avec des canicules, on bouffe du foin au lieu de donner de l'herbe et du coup, on doit tuer une partie du troupeau. Donc, il disait, il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les agriculteurs. La question est de savoir comment est-ce qu'on nous aide, comment, avec des aides, et comment est-ce qu'on nous aide à transformer notre agriculture. Donc, une des questions clés, c'est où on trouve de l'argent. Et l'an dernier, il y a presque 1 an, jour pour jour, on a fait approuver avec quelques collègues un rapport du Parlement européen qui dit comment on peut trouver de l'argent. On y reviendra si vous voulez dans le débat. On dit qu'on peut utiliser autrement l'argent de la Banque centrale européenne. La Banque centrale fait de la liquidité, du quantitative easing de façon colossale. Et on montre comment, sans changer les traités, cet argent pourrait aller dans une banque du climat au lieu d'aller pour l'essentiel à la spéculation. Mais ce que je vous montre, c'est l'extrait le plus important, c'est comment trouver des subventions. Comment aider très concrètement chaque famille, chaque PME, chaque collectivité. Une vraie isolation, si on veut une isolation qui marche vraiment, c'est 30 000 euros par an. 30 000 euros pour isoler vraiment une maison. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 30 000 euros. Et du coup, quand la Convention citoyenne pour le climat, les gens de la Convention, les 150 citoyens ont fait un super boulot, et une de leurs demandes, c'était de dire il faut un cadre légal et dire que dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées. Mais le gouvernement n'a pas voulu, pour plein de raisons, mais en particulier en disant si on oblige les gens à isoler leur maison et que chacun doit trouver 30 000 euros, ça va grogner de partout. Voilà. Donc, et c'est un cercle vicieux, du coup, on ne fait rien. Donc la solution, c'est pas on fait rien, la solution, c'est plutôt on trouve de l'argent pour qu'il y ait des subventions. Et nous, on voudrait qu'il y ait un système très efficace, très simple et durable dans le temps, qui dit qu'il y aura des aides très massives pour faire le diagnostic thermique avec des gens compétents et pour faire les travaux. Et que chacun de nous, si vous devez isoler là où vous habitez, il y aura un chèque qui représente 80% du coût et vous aurez une aide de l'Europe pour isoler vos maisons, pour isoler les écoles maternelles de Grenoble, pour faire des transports en commun dans mon coin. Et donc le Parlement met en avant 5 solutions pour trouver de l'argent. La première solution, vous voyez, c'est la taxe carbone aux frontières. On dit que c'est très bien, et que ça rapporterait peut-être 3 ou 4 milliards par an, et puis il faut l'accord de Joe Biden. Or, Biden n'en veut pas. Autre idée qui est très bien, c'est une taxe sur le digital, les grandes entreprises du digital, mais là c'est pareil, l'ordre de grandeur c'est 3 ou 4 milliards par an, et là aussi Biden n'en veut pas. Donc la Commission européenne a dit bon c'est bien, mais on verra plus tard. Et donc finalement, si on regarde sur les 5 propositions concrètes, nous, on aurait voulu mettre aussi la taxe sur les milliardaires de Piketty, mais il n'y avait pas de consensus du Parlement. Donc, il n'y a pas que ces 5... Voilà, je continue à me battre avec Thomas Piketty, avec Zuckman, avec d'autres, pour dire qu'on pourrait taxer les milliardaires. On y reviendra si vous voulez. Mais déjà, sur ce qui est sur la table et qui fait consensus, y compris qui a été voté par les députés proches d'Emmanuel Macron. En gros, il n'y a que le Front National qui n'a pas voté ça. Il y a 68% des députés, toutes tendances confondues, qui ont voté ça à Strasbourg il y a 1 an. L'idée la plus importante, ce qui peut rapporter le plus d'argent et qui est faisable en 1 an, si on prend une décision 1 an plus tard, l'argent arrive, c'est une taxe sur la spéculation. Une taxe sur la spéculation, c'est une idée très simple, c'est dire que tous, quand on fait des courses, on paye de la TVA. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais il y a quelques mois, j'ai dit devant la présidente de la commission, j'étais au Parlement, j'ai dit quand j'ai payé ce téléphone, j'ai payé 20% de TVA, 20% de TVA, puis j'ai montré une boîte de raviolis, j'avais apporté des raviolis en disant même les plus pauvres, même ceux et celles qui vivent dans la rue, pour manger, ils doivent payer 5,5% de TVA, 5,5%, et par contre sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est 0,0%. 0,0. Donc c'est vraiment scandaleux. Donc le Parlement européen remet sur la table une proposition qui est sur la table depuis 2011. Il y a déjà des gens, peut-être il y en a ici, qui militent à ATTAC. ATTAC, c'est une association qui a été créée il y a 21 ans pour mettre en avant l'idée de la taxe Tobin, de la taxe sur la spéculation. Mais en 2011, ça y est, la Commission européenne l'avait accepté, a fait toutes les études d'impact pour dire oui, c'est possible, c'est sérieux, même si tous les pays ne sont pas d'accord, on peut le faire. Et c'est important, il n'y a pas besoin de l'unanimité. Il n'y a pas besoin de l'unanimité. Il suffit qu'il y ait 9 pays, ce qu'on appelle une coopération renforcée, Enhanced Cooperation. Et donc, c'est ce qu'on a voté en novembre dernier. Puis en décembre, puis j'ai fait une grève de la faim pour mettre le zoom là-dessus. J'ai fait pendant 18 jours une grève de la faim parce que j'avais su que c'était la France qui bloquait la négociation. Et ça m'énervait, pour être gentil, qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, alors que jamais le niveau de spéculation n'a été aussi élevé. Ça, c'est les marchés financiers américains. Vous savez, en France, on a le CAC 40. Aux États-Unis, ils ont le Dow Jones. Vous voyez, la dernière fois qu'il y a eu une crise, avant la crise de 2007, vous vous souvenez, la dernière grosse crise financière, le Dow Jones était monté à 14 000 points. 14 000. Ça, c'est une courbe qu'on a donnée au pape, qu'on a été reçu par le pape François avec Cyril Dion, celui qui avait lancé la Convention citoyenne. Au mois de mars, les marchés financiers étaient à 32 000 points. Et la semaine dernière, ils étaient à 36 000.
Je répète plus lentement, le dernier maximum avant que ça pète était à 14 000, la semaine dernière on était à 36 000. Voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène à nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, mais que les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Et donc une petite taxe, 0,1%, permettrait d'avoir chaque année, vous avez vu le chiffre, 57 milliards. Ce n'est pas moi qui ai eu cette idée en prenant un café avec 3 copains, ce sont les chiffres validés par la Commission européenne, malgré le Brexit et malgré la crise économique. Et pourquoi j'ai fait cette grève de la faim? C'est parce qu'on avait la preuve que c'est la France qui bloquait l'année. C'était pour attirer l'attention, pour dire d'abord, il y a des solutions, ne désespérez pas, il y a des solutions qui ne sont pas compliquées. Non, ça ne va pas mettre des gilets jaunes dans la rue, ce n'est pas les gilets jaunes qui vont payer, c'est les gens qui sont sur les marchés financiers qui ont souvent de très bons revenus. Le salaire moyen d'un trader chez BNP, c'est 24 000 euros par mois. 24 000 euros par mois sans compter les bonus. Donc même si on leur demande un petit effort, même s'ils tombent à 22 000 par mois, on va les aider, mais ils arriveront à vivre. Il y aura un accompagnement pour chaque personne, mais même à 22 000, on arrive, même 21 000, je pense qu'ils arriveront. Voilà, donc demander un petit effort à ceux qui boursicotent en permanence pour créer des emplois dans tous nos territoires sur le climat, la biodiversité, ça nous paraissait vraiment jouable. Et en particulier, un haut fonctionnaire était venu me voir près de chez moi, discrètement à Bruxelles, pour me donner une lettre. Il ne voulait même pas me l'envoyer par email pour pas qu'on puisse nous tracer. Et il m'a donné en main propre la lettre du ministre autrichien des Finances. Le ministre autrichien, ce n'est pas un écolo, ce n'est pas un social-démocrate, ce n'est pas un Nouvelle Donne, c'est la droite autrichienne qui disait l'Autriche veut relancer la négociation pour taxer la spéculation dans la version qui est sur la table depuis 2011, mais il dit que la version qui est déposée par la France, qui est poussée par la France, et le deuxième truc souligné, fait que 99% des volumes ne seraient pas taxés. Aujourd'hui, le projet qui est défendu par Bruno Le Maire, comme avant lui par Michel Sapin, hélas, il y a une continuité dans la façon dont les gouvernements français écoutent le lobby bancaire, c'est le ministre autrichien qui dit si on en tient à ce que la France met sur la table, 99% des volumes ne seront pas taxés, donc ça ne sert à rien, l'Autriche se retire de la salle des négociations. Du coup, on se bat, nous, pour dire qu'il faut qu'il y ait cette taxe sur la spéculation. Et bonne nouvelle, et ce que je n'ai pas dit, je ne veux pas être trop long, c'est que la Commission européenne, derrière ce que le Parlement a voté et derrière ma grève de la faim, la Commission européenne a sorti un texte pour dire oui, on peut y arriver sans l'unanimité, il suffit de 9 ou 10 pays et il faudrait un accord avant la fin 2022. J'ai redit ça la semaine dernière au Parlement, si vous me suivez, j'ai fait une vidéo, j'ai fait 4 minutes justement au début du débat sur que fait l'Europe après Glasgow, c'est moi qui étais le premier intervenant, et j'ai ressorti ce que disait la Commission européenne il y a un an pour dire il faudrait un accord pour taxer la spéculation avant la fin 2022. Bonne nouvelle, c'est la France qui préside l'Union européenne au début de l'année prochaine. Vous savez, l'Europe, c'est bizarre, tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside. Et à partir du 1er janvier, c'est la France qui préside. Si c'est Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui restent aux manettes, il y a un risque que ça ne serve pas à grand-chose, puisque c'est eux qui bloquent ces négociations, comme c'est eux qui bloquent pour une sortie rapide des énergies fossiles. Par contre, vous êtes peut-être au courant, il y a une élection présidentielle en avril. Imaginez qu'on arrive à se rassembler, imaginez qu'on arrive à gagner en avril, eh bien ça veut dire que dès le mois de mai, on peut faire un sommet européen, on peut inviter les 27 chefs d'État dans la maison de Jean Monnet et dire voilà, tous les sujets qui étaient bloqués par la France, eh bien on va les débloquer. On est d'accord pour une taxe sur la spéculation, on est d'accord pour une sortie rapide des énergies fossiles, on est d'accord pour une Europe plus démocratique, plus parlementaire. Et donc si on est aux manettes, si on est au lieu d'avoir 5 candidats qui se divisent face à Macron et à Zemmour, si on est capable, je crois qu'il y a ici des gens qui militent pour la primaire populaire, et je les félicite, je crois qu'il faut effectivement qu'on arrive à se rassembler, et si on se rassemble, je suis persuadé qu'il y a une chance de gagner, et si on gagne, on peut faire bouger les choses, et si on a un accord au niveau européen au mois de mai ou au mois de juin sur la taxe sur la spéculation, on sait qu'un an plus tard, il y a l'argent qui arrivera, ça veut dire que dès le mois de juillet prochain, dans 9 mois, on peut faire voter une vraie loi climat. On peut reprendre l'intégralité du travail qui a été fait par la Convention citoyenne, parce que si on sait qu'on a de l'argent qui arrive un an plus tard, on peut commencer déjà à dire dans tous les coins de France, sachez qu'il y aura du boulot pendant 20 ans dans le bâtiment, sachez qu'il y aura du boulot pendant 20 ans dans les renouvelables, dans l'agriculture, commencez à recruter des gens, commencez à former les gens, il y aura de l'argent qui va arriver et il y aura effectivement des aides pour l'isolation, des aides pour les transports en commun. Accessoirement, ça permet de créer 900 000 emplois. L'ADEME, avant d'être député, donc j'étais activiste avec Jean Jouzel et d'autres, on portait déjà ce projet. On avait le soutien du ministère de l'ADEME qui disait oui, ce projet est solide et peut créer 900 000 emplois. Ça ne ferait pas de mal d'un pays où il y a plus de 4 millions de chômeurs. Donc, premier point de ce que je voulais dire, c'est dans la réponse qu'est-ce qu'on fait après Glasgow, on ne se lamente pas, il y a de quoi s'inquiéter vraiment, il y a de quoi être très dur avec nos dirigeants. Emmanuel Macron, quand il avait ouvert le One Planet Summit il y a 4 ans, moi je l'avais applaudi. Macron, devant 80 chefs d'État, devant 3000 citoyens, il avait dit « On est en train de perdre la bataille, on le sait ». Emmanuel Macron avait commencé son discours sur le climat en disant « On est en train de perdre la bataille, on le sait ».
il disait, il y a 30 ans, les dirigeants avaient des excuses parce qu'ils ne savaient pas. Nous n'avons aucune excuse. Je m'étais dit, waouh, putain, le mec, il y va franchement, il ne fait pas de la langue de bois. Quelques mois plus tard, il crée le Haut Conseil pour le climat. J'ai cru qu'il allait faire bouger les choses, mais aujourd'hui, manifestement, ça n'est pas le cas. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises, le Conseil d'État a donné des sanctions. On ne dit pas qu'il y a une baguette magique, on ne dit pas qu'on peut régler tout en 3 mois. Mais quand la Convention citoyenne, créée par Emmanuel Macron, il avait promis qu'il allait reprendre l'intégralité des propositions, sauf 3. Il avait dit, j'aurai 3 jokers, mais sinon je reprendrai l'intégralité. Et que tout le monde dit, même qu'il n'en a repris que 10% ou 15%, on ne dit pas qu'on peut tout régler en 3 semaines. Mais quand il y a autant de citoyens qui ont travaillé avec des experts pendant 1 an et qu'on ne reprend que 10% de leurs propositions, évidemment, on n'est pas du tout à la hauteur. Donc je crois qu'il est fondamental qu'il y ait une autre équipe qui arrive. Sinon, à la prochaine COP, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Un deuxième point dont je voudrais quand même parler, avant de laisser la place au débat, c'est comment lutter contre... C'est très bien 900 000 emplois, mais je pense qu'on connaît tous des copains et des copines qui désespèrent parce qu'ils ont des boulots médiocres ou qu'ils sont au chômage ou que leurs copains, leurs copines, leurs parents sont au chômage. Donc je pense qu'on ne peut pas faire passer des messages sur le climat et la biodiversité si on n'a pas une réponse plus globale et qu'on répond globalement à la crise sociale qui font l'air notre pays depuis 30 ans. Et je voudrais rappeler là aussi, non pas pour polémiquer, mais juste les chiffres, la gravité. Parce que depuis 1 mois, ça m'énerve un peu. Moi, mon premier engagement, c'était lutter contre la pauvreté. J'ai fait l'agro, donc les questions de climat et de biodiversité m'intéressent depuis longtemps. Mais mon premier engagement associatif, c'était avec ATD Carmonde, et j'essayais avec d'autres de lutter contre la pauvreté dans des quartiers difficiles. Et donc les questions de pauvreté, de précarité, pour moi, c'est pas un point théorique. J'imagine des gens. J'ai une copine qui est à Mulhouse. Quand je vais à Strasbourg au Parlement, régulièrement, je la vois. Elle vit avec le RSA, elle se bat pour la dignité de tous, mais des jours, elle me raconte comment c'est quand même assez dur. Par exemple, une fois, ça m'a impressionné qu'elle m'a dit qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne chez elle, elle a peur que ce soit l'huissier pour la foutre dehors. Voilà. Donc je ne sais pas si les gens qui nous dirigent se rendent compte de ce que ça veut dire de vivre en fin de droit. Elle n'est plus comptée comme chômeuse, cette copine Isabelle, elle n'est plus au chômage, elle est tombée un cran plus bas, mais c'est une détresse au quotidien. Cette courbe, c'est le nombre de chômeurs, c'est les chiffres de Pôle emploi. Donc ça m'énerve un peu quand depuis 3 semaines, tout le monde nous dit, ça y est, enfin tout le monde nous dit, les membres du gouvernement nous disent, ça y est, c'est bon, le chômage est revenu à son niveau d'avant la crise du Covid. Ok, bravo. Mais de là à faire cocorico, on est quand même à 3 750 000 chômeurs en catégorie A. Des gens qui sont totalement au chômage. Et si on tient compte de ceux et celles qui sont en catégorie B et C, ils ne sont pas complètement au chômage, mais ils ont un boulot insuffisant pour vivre et donc ils cherchent mieux. C'est quand même presque 6 millions de gens. 6 millions de gens, sans compter ceux et celles qui sont au RSA, qui ne sont plus comptés à Pôle emploi. Donc je trouve que c'est un peu léger, pour être gentil, d'expliquer que youpla boum, ça va bien, on est revenu au niveau d'il y a 18 mois, alors que c'est des millions de gens qui sont... Et le chômage fout tout en l'air. La première cause d'échec scolaire en France, c'est la situation de précarité des parents. Je ne vais pas être trop long, le premier problème pour financer les retraites, c'est le nombre de gens qui n'ont pas de boulot correct, qui ne cotisent pas pour les retraites. Donc le chômage est une gangrène qui fout tout en l'air. Donc comment est-ce qu'on peut... On va créer 900 000 emplois, si on a un vrai plan climat, c'est super, mais comment est-ce qu'on peut lutter contre le chômage au-delà de ces 900 000 emplois? Je crois qu'il faut avoir un vrai débat, si on ne veut pas juste... que vous soyez, en particulier vous, une génération qui aura beaucoup de mal, parce que si vous avez en même temps le dérèglement climatique et une précarité qui augmente, ce ne sera pas drôle tous les jours. Je crois qu'il y a un moment, il faut dire qu'on ne peut plus compter sur le retour de la croissance. Quand Bruno Le Maire nous explique que ça y est, la croissance revient, évidemment, après une récession catastrophique comme celle de l'an dernier, et avec un plan de relance où on met 150 milliards, heureusement qu'il y a un peu de croissance. Mais est-ce que c'est durable? Est-ce que ça va nous permettre de créer 3 millions d'emplois? Cette courbe, c'est la croissance en France depuis 1960. La première fois que je suis venu à Grenoble, c'était fin 93, donc à chaque fois j'actualise, je suis toujours heureux de revenir à Grenoble, et chaque fois j'actualise ma courbe, mais le problème c'est qu'elle va toujours dans le même sens. Déjà fin 93, je montrais la courbe en disant est-ce qu'il est possible de croire que la croissance va revenir? Donc vous voyez les chiffres, on avait 5,6% de croissance en moyenne pendant 10 ans dans les années 60, puis 3,7% dans les années 70, puis 2,2%. Je crois que même ceux qui n'ont pas leurs lunettes, vous voyez le problème quand même, on a du mal à croire qu'il y a un... Mais certains vont dire, oui, mais ça, c'est la France, parce que l'État est obèse, je mets des guillemets, ou parce que vous n'avez pas de politique industrielle. Et c'est vrai qu'il nous faudrait une politique industrielle. On a tous vu depuis 1 an que même pour des masques ou pour des molécules pharmaceutiques fondamentales, on dépendait de la Chine. Donc oui, il faut une politique industrielle comme l'Allemagne. Mais est-ce que ça suffit? Pour répondre, j'ai fait la courbe de la croissance en Allemagne. Voilà l'évolution de la locomotive allemande. Donc j'espère que vous avez des bons yeux pour faire la différence fondamentale. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, la locomotive allemande. Il y a 2 ans, donc comme rapporteur du budget, j'allais souvent à Berlin avant le virus pour voir des ministres, pour voir des hauts fonctionnaires. Et la dernière conférence de presse avant l'arrivée du virus, avant Noël, il y a 2 ans, de Jens Weidmann,
le patron de la Bundesbank, Weidmann, disait « l'Allemagne est en train de retomber en récession ». Donc voilà l'évolution de la croissance depuis 60 ans en Allemagne. Il y a un petit zoom qui énerverait M. Zemmour et Mme Le Pen, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'amis de Zemmour et Le Pen. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis de toute façon, mais c'est un autre sujet. C'est la croissance année par année depuis 10 ans en Allemagne. L'Allemagne serait en quasi-récession depuis 8 ans si elle n'avait pas accueilli 1,5 million de réfugiés syriens. Je ne sais pas si vous voyez les dates, mais vous voyez, l'Allemagne avait seulement 0,4 de croissance, 0,4, et c'est parce qu'elle a accueilli 1,5 million de réfugiés syriens. C'était d'abord pour des raisons d'humanité. On n'a pas envie de les laisser mourir en Syrie ou de se noyer dans la Méditerranée. Donc c'est d'abord pour des raisons d'humanité. Mais il y a aussi un aspect économique. Quand il y a 1,5 million d'hommes et de femmes qui arrivent, jeunes et vieux, eh bien ça donne un dynamisme au pays. C'est des enfants qu'on va amener à l'école et qu'on va nourrir. On va agrandir aussi certains logements. Donc il n'y a aucun doute, et ce n'est pas mon analyse, c'est Destatis, l'équivalent de l'INSEE en Allemagne, qui dit que pendant ces 5 années, la croissance a été tirée non pas vers les exportations, mais parce qu'il y a eu 1,5 million de personnes en plus. Et je vous le dis, fin 2019, avant l'arrivée du virus, l'Allemagne est en train de retomber en récession. Et donc, voilà, je reviens aux fondamentaux. Est-ce qu'on peut compter sur la croissance pour sortir du chômage en France ou en Allemagne? La réponse est non. D'autant plus que n'importe quand, on peut avoir une nouvelle crise économique. Ça, c'est la dette totale aux États-Unis depuis 1950. La dette totale, c'est la dette privée et dette publique. Et vous voyez, même si vous n'êtes pas tous doués en économie ou si ce n'est pas votre matière préférée, vous voyez qu'il y a quand même un petit problème. Aux États-Unis, il faut toujours plus de dettes pour avoir malgré tout une croissance qui diminue. La dernière année avant le Covid, parce que le Covid trouble tout, en 2019, Donald Trump était tout content parce qu'il avait eu 2,3 de croissance, plus 2,3, mais la dette totale privée et publique avait augmenté de 12,5% du PIB. 12,5. Il faut 6 doses de dette supplémentaires, 6 doses de dette pour avoir une dose de croissance. C'est comme, pour ceux d'entre vous qui avaient une voiture, c'est comme s'il faut 1 litre d'huile tous les 300 mètres. Bien sûr, vous pouvez dire, elle roule encore, mais quand même une voiture qui bouffe 1 litre d'huile tous les 300 mètres, on se demande s'il n'y a pas de problème et si le moteur ne peut pas exploser n'importe quand. Donc oui, la réponse est, ça peut exploser n'importe quand. Et je ne suis pas le seul à m'en inquiéter. Il y a 4 ans, le FMI, c'est à la une du journal Les Échos, très sérieux, Les Échos affirmait le FMI redoute une nouvelle crise qui pourrait être, la phrase qui était reprise en exergue, la prochaine crise peut être 10 fois plus grave que la crise de 2008. Voilà. Et la plupart d'économistes pensaient que ça allait péter en 2020 ou 2021. Il y a une enquête qui avait été faite en 2019 auprès de 300 économistes et la plupart pensaient que Donald Trump aurait du mal. La question a été, est-ce que Donald Trump arrivera à éviter une énorme récession avant les élections présidentielles? Donald Trump faisait tout pour que le prix du pétrole n'augmente pas, faisait tout pour que les taux d'intérêt diminuent. Il était fou, mais il n'était pas stupide. Et les deux trucs qui avaient fait péter la crise en 2007, c'était que le prix du pétrole avait augmenté, il n'y a que des millions d'Américains surendettés, vous voyez les taux augmenter. Et donc Donald Trump s'est dit, je veux tout faire pour que la bulle n'éclate pas avant l'élection présidentielle des États-Unis. Et donc il a engueulé Powell, le patron de la Réserve fédérale, pour que les taux d'intérêt baissent, ce que Powell a fait. Il avait dit, si le prix du pétrole augmente, je lâcherai les ressources, les réserves stratégiques pour que le prix du pétrole n'augmente pas. Donc, mais la plupart des économistes pensaient que la grosse crise, je rappelle que la crise de 1929, c'était la deuxième crise. Hein. Dans nos bouquins d'histoire, on nous rappelle qu'il y a une première crise en 1921, il y a une première crise financière en 1921, et puis on a mis quelques rustines, on a colmaté le problème, on croit que tout est possible, on spécule comme des cochons, et la deuxième crise arrive, 1929, et elle amène à la barbarie en Europe. Et donc beaucoup de gens pensaient que la deuxième crise, la grosse crise, aurait lieu en 2020 ou 2021. Paradoxalement, le virus a permis de retarder ça. Paradoxalement, le virus est d'abord une catastrophe pour des millions d'hommes et de femmes, mais tous les plans de relance qu'on a mis ont prolongé le système. Mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il peut éclater n'importe quand. Je vous ai montré la courbe de la dette aux États-Unis. Voilà la courbe de la dette en Chine. Donc la dette totale en Chine, sans compter le shadow banking, sans compter les crédits douteux, vous voyez quand même que les deux moteurs de l'économie mondiale peuvent péter n'importe quand. Le Figaro avait mis ça à sa une il y a 4 ans. C'est pour vous dire, la bulle immobilière en Chine, c'est du jamais vu. Je ne sais pas s'il y en a qui font des études de psychiatrie dans la salle, parce qu'on a besoin de psychiatres à ce niveau-là, c'est plus un problème d'économie. C'est un village qui a fait un immeuble plus grand que la Tour Eiffel. Plus grand que la Tour Eiffel, voilà. Donc évidemment, un immeuble plus grand que la Tour Eiffel, ça donne du boulot à des milliers de gens pendant quelques années, mais une fois que l'immeuble est vide, et il y a un mois, tout le monde avait peur que l'économie chinoise s'effondre, parce qu'on a vu qu'il y avait une entreprise qui avait 200 milliards de dettes, 200 milliards de dettes, et qui était insolvable. Évidemment, la Chine est un pays moyennement démocratique, donc le gouvernement va trouver des solutions, mais c'est pour vous dire que même du point de vue bêtement économique, on oublie la question du climat, ça ne veut rien dire, mais même en oubliant pendant 1 minute la question du climat, le capitalisme dérégulé tel qu'il existe ne fonctionne pas du tout. Donc non seulement la croissance n'est plus la solution,
Moi, j'aimerais qu'on donne une amende, que chaque politique qui dit « votez pour moi et la croissance revient », qu'il soit obligé de mettre 5 euros ou 10 euros dans le goret et qu'il se désintoxique de cette idée « non, la croissance ne reviendra pas, la croissance n'est plus la solution, la croissance aggrave un certain nombre de problèmes, de toute façon elle ne reviendra pas et le plus probable c'est qu'on va faire une nouvelle crise plus grave que la crise de 2008. » Un point quand même avant d'arriver aux solutions sur comment on crée de l'emploi, cette courbe est très importante parce qu'elle montre qu'il y a eu deux périodes radicalement différentes. Vous voyez, quand il y a une période jusqu'en 1981, la cassure, c'est quand même les chiffres de la Réserve fédérale. Hein. Vous tapez Flow of Funds, si vous voulez, tous les 3 mois, c'est gratuit. Vous allez sur le site de la Réserve fédérale et vous avez tous les chiffres, la dette des familles, la dette des PME, la dette des collectivités locales. Donc ça, c'est juste les chiffres, le total des chiffres donnés par la Réserve fédérale. Et vous voyez qu'il y a une évolution radicale, que c'était stable jusqu'en 1981, qu'il n'y avait pas besoin de dette ni privée ni publique jusqu'à 1981, et puis qu'il y a une cassure très claire, et qu'à partir de 81, il faut toujours plus de dettes, toujours plus de dettes. C'est quoi la différence entre les deux périodes? C'est qu'avant 81, avant l'arrivée de Ronald Reagan, pour ceux qui ont oublié la vie politique américaine, pour être clair, avant l'arrivée de Ronald Reagan, on tenait bon sur des principes de justice sociale. Là, vous avez une photo magnifique, c'est Roosevelt. Il n'y a qu'une femme, mais elle a eu un rôle crucial, parce que c'est elle qui a rédigé l'essentiel du texte, sinon c'est essentiellement des hommes qui étaient chefs d'État à l'époque. Et donc, avant même de faire Bretton Woods, on a tous appris dans nos bouquins d'histoire qu'il y a 3 semaines de travail. 3 semaines de travail à Bretton Woods en août 1944 pour reconstruire le système bancaire et monétaire. Mais la première chose, avant Bretton Woods, que fait Roosevelt, c'est la déclaration de Philadelphie, qui est un texte magnifique. Il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Le travail n'est pas une marchandise. On peut pas, c'est pas parce qu'il y a des millions de chômeurs qu'on peut baisser le prix du travail, comme quand vous allez faire les courses le dimanche à la fin du marché, vous avez 3 kilos de cerises pour pas cher parce qu'il y a trop de cerises. Ben non, le travail humain ne peut pas se brader à la fin du marché et on baisse les salaires parce qu'il y a trop de salariés. La pauvreté, où qu'elle existe, est un danger pour la prospérité de tous. Et derrière ces principes fondamentaux, c'est des règles très concrètes. Tous ceux qui avaient connu la crise de 29 disent qu'il faut des règles concrètes sur le salaire dans chaque pays et dans le commerce mondial, sur le salaire minimum, sur le temps de travail, sur comment financer la retraite des vieux. Et qu'on peut garder le capitalisme et sa capacité d'innovation si dans chaque pays et dans le commerce mondial, tout le monde est obligé de respecter ces règles sociales, temps de travail, salaire minimum, financement de la protection sociale. Et tant qu'on tient bon là-dessus, tant que ça marche, on a 30 années sans aucune crise, sans avoir besoin de dette et sans crise financière. Et puis Ronald Reagan arrive et Margaret Thatcher. Et ce qui est tragique, c'est que les progressistes se sont laissés avoir et ont récupéré, se sont laissés entuber, je ne sais pas comment le dire poliment. Mais quand Ronald Reagan arrive, on explique que tout ça, c'est de la foutaise, toutes ces règles sociales, c'est de la foutaise, et que c'est chacun librement qui va négocier son salaire. Et c'est très beau du point de vue philosophique, mais concrètement, c'est quoi de négocier librement son salaire quand tout le monde a la trouille du chômage? Et que dans beaucoup d'entreprises, la négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Et donc, dans tous les pays occidentaux, ce qui va au salaire et aux cotisations de sécu diminue de façon considérable. La France est un peu moins pire qu'ailleurs. C'est pour ça qu'on a parfois un problème de compétitivité par rapport à d'autres pays où la baisse des salaires en proportion était plus importante. Mais ce sont des sommes colossales. On avait fait ce calcul avec Michel Rocard. Parfois, on a peur de passer pour des vieux gauchistes quand on parle du partage de la valeur ajoutée. On a fait le calcul dans un bouquin en 2012 avec Michel Rocard. On montrait comment la part des salaires a baissé de 10% du PIB. C'est les chiffres de l'OCDE, hein. C'est les chiffres de l'OCDE. C'était 67% de la richesse de tous nos pays qui allait aux salariés et aux cotisations de sécu. Et puis, si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. La négociation est déséquilibrée. Et au total, en 30 ans, c'est 150% du PIB, 150% du PIB qui aurait dû aller aux salariés et aux caisses de protection sociale et qui sont partis pour l'essentiel vers les marchés financiers. Donc, il faut qu'on arrive à rééquilibrer très vite la donne. Ça passe par plusieurs leviers. Ça peut être un traité social au niveau européen. En 2003, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale en disant dans les critères de Maastricht, dans l'Europe, pour le moment, ce qui guide l'Europe, c'est les critères financiers, pas plus de 3% de déficit, pas plus de 60% de dette, pas plus de X d'inflation. Et donc, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale. On avait le soutien de centaines de personnalités, aussi bien José Bové que Jacques Delors, Bronislav Geremek, plein de gens très différents. Et le patron de la Commission européenne, Romano Prodi, nous avait reçus. Il avait demandé à Giscard de mettre le traité social dans la Constitution, ce que Giscard n'avait pas voulu, mais je pense que c'est toujours d'actualité. Et 2 ans plus tard, Angela Merkel avait dit qu'il fallait un protocole social. Angela Merkel avait dit que si le peuple allemand avait voté par référendum comme le peuple français, peut-être que le peuple allemand aurait voté non aussi. Et Merkel avait dit qu'il faut un protocole social.
Et c'est Nicolas Sarkozy qui n'avait pas voulu. Sarkozy voulait aller vite, il ne voulait rien mettre en matière sociale. Et je pense qu'il est fondamental de relancer l'idée d'un protocole social européen. Il faut lutter contre la concurrence salariale, je l'ai montré, mais aussi contre la concurrence fiscale. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices en Europe était à 45%, et ça n'empêchait pas du tout le dynamisme économique. Et puis, depuis que l'Angleterre est rentrée, chaque pays baisse son impôt sur les bénéfices parce que le voisin fait pareil. On est tombé à 19%, l'impôt sur les bénéfices, 19%, alors que les États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, et Trump l'a baissé après, il était à 38%. Donc c'est quand même le monde à l'envers de se dire qu'en Europe, le taux d'impôt est tombé à 19, 2 fois plus petit qu'un pays libéral comme les États-Unis. Et puis, comment? Donc il faut faire ça au niveau européen, mais sans attendre, il y a plein de choses qu'on peut faire en France. Vous me laissez encore 5 minutes et je laisse la place au débat. Comment lutter contre le chômage sans attendre le retour de la croissance? Il faut reparler de la question du temps de travail, parce qu'il faut reparler de la semaine de 4 jours. Dans une semaine, on va sortir un film avec Philippe Geluck, si vous voulez nous aider à le diffuser. Philippe Geluck, le gars qui fait le chat, où on explique comment la semaine de 4 jours, c'est possible. Philippe Geluck pose toutes les questions que se pose monsieur et madame tout le monde sur comment c'est possible de passer à 4 jours sans baisser les salaires, sans abîmer l'entreprise, comment ça se passerait à l'hôpital, voilà. Et donc, pourquoi il faut reparler de la question du temps de travail? Parce qu'on a fait des gains de productivité colossaux. Ça, c'est l'efficacité du travail, c'est les gains de productivité. Et depuis 50 ans, vous voyez qu'on a fait des gains de productivité colossaux. Il y a des ordinateurs partout, il y a des robots, il y a des machines à commande numérique. On a mis de l'intelligence dans la tête des gens. Le nombre d'étudiants à Grenoble comme ailleurs a été multiplié par 7 depuis 40 ans. Il se fait en même temps une révolution technologique, robots et ordinateurs, et une révolution intellectuelle, accès à l'information beaucoup plus facile et pour tout le monde. Et bien cette double révolution fait qu'on travaille, on produit beaucoup plus avec moins de travail. Aux États-Unis, celui qui relance le débat, c'est Robert Reich. C'est l'ancien ministre de Clinton. Je vous conseille, tous ceux et celles qui parlent anglais, j'imagine que c'est tout le monde, de voir les vidéos de Robert Reich. Ce mec est génial. Il est tout petit physiquement, mais c'est un génie. Il est très drôle, très percutant, très clair dans ce qu'il dit. Et Robert Reich explique qu'on n'arrivera pas à sortir du chômage de masse si on n'est pas capable de reparler de la réduction du temps de travail. Sa courbe est assez impressionnante. Il montre comment le volume de production des États-Unis a augmenté de plus 80%. Il dit, le problème n'est pas la mondialisation. Le problème fondamental, bien sûr, ce serait mieux s'il n'y avait aucune délocalisation. Bien sûr, ce serait mieux si la Chine respectait les règles du jeu. Mais ça n'est pas le problème principal. Il dit que malgré la concurrence déloyale de la Chine, le volume de production sur le territoire américain a augmenté de plus 80%. Mais avec les robots, avec les ordinateurs, avec l'intelligence des salariés, on a besoin de 30% de travail en moins. Ce n'est pas qu'on est de gauche ou de droite, c'est juste la réalité. On produit presque 2 fois plus avec 30% de travail en moins. Ça, c'est une photo, c'est la réalité. Et après ça, on fait des choix politiques. Est-ce qu'on laisse 30% de gens au chômage ou avec des boulots nuls, des petits boulots, ou est-ce qu'on est capable de baisser le temps de travail de tout le monde pour que tout le monde profite de ces gains de productivité, que tout le monde ait un vrai boulot, un vrai revenu et que tout le monde ait du temps libre. Et sinon, Robert Reich dit que si on n'est pas capable de changer la durée collective du temps de travail, on le fait par un partage du travail sauvage, on multiplie les petits boulots. Ça, c'est la courbe qui vient de la Maison-Blanche en février 2007. Il y avait tellement de petits boulots aux États-Unis que la durée moyenne était tombée à 33 heures. Dans l'industrie, les chiffres que donne toujours le MEDEF pour les comparaisons, c'est les gens à temps plein dans l'industrie. Et donc, effectivement, à temps plein dans l'industrie, ils sont restés à 40 heures. Et ce n'est plus que 10% des salariés américains. Et l'essentiel des salariés, hommes et femmes, et souvent des femmes, sont dans des boulots à 28 heures, 30 heures par semaine. Et Robert Reich dit, en fait, la question n'est pas pour ou contre le partage du travail, mais la question est est-ce qu'on accepte le partage du travail actuel, qui est un partage sauvage, qui est un partage binaire. Certains gardent de très bons boulots avec le risque du burn-out, et d'autres, des millions d'hommes et beaucoup de femmes, ont des boulots très précaires et très mal payés. Autre chose que dit Reich, c'est que de toute façon, le taux d'emploi aux États-Unis a beaucoup diminué, que donc parmi ceux et celles qui ont du boulot, il y a de plus en plus de précarité, mais qu'il y a aussi de plus en plus d'hommes et de femmes qui renoncent à chercher un boulot, qui ne sont plus comptés eux-mêmes comme actifs. Donc oui, il faut relancer ce débat, et c'est là qu'on voit qu'il y a une régression, de voir qu'il y a plein de gens qui n'osent plus en parler, même à gauche, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en parler, alors qu'en 98, c'était un rapport à la une du Monde, c'était le rapport Boissonnat qui expliquait, rédigé à la demande de Balladur, donc ce n'est pas l'extrême gauche, et c'était un rapport sur l'avenir du travail, qui expliquait qu'il fallait réduire de au moins 20% le temps de travail d'ici 2015 pour ne faire peur à personne et pour régler tous les problèmes de formation. Mais tout le monde était d'accord pour dire que d'ici 2015, il fallait être passé à 4 jours. Et on est en 2021 et Emmanuel Macron nous dit qu'il faut travailler plus. Il y a un gap dans la compréhension. Donc la bonne nouvelle, c'est que la semaine de 4 jours, c'est une idée qui paraissait un peu utopique en 93,
quand on a lancé le débat, ou quand Antoine Riboud, celui qui a lancé le débat juste avant nous, c'est Antoine Riboud, le patron de Danone, un des plus grands groupes industriels. Antoine Riboud a dit il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire. L'idée, c'est que si l'entreprise passe à 4 jours, si elle crée des emplois, au moins 10% d'emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà 400 entreprises qui l'ont fait. Les Anglais disent que la preuve du pudding, c'est ça se mange. Eh bien, la preuve de la semaine de 4 jours, c'est qu'il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Si vous mangez un yaourt Maminova, ou si vous mangez du jambon Fleury-Michon, ou si vous mangez une petite brioche Pasquier que vous avez achetée au Carrefour ou au centre Leclerc du coin, tout ça, c'est des entreprises qui sont passées à 4 jours. Dans mon coin des Pyrénées, si vous achetez une chocolatine à la boulangerie de Pau ou de Bayonne, ou une tarte aux fraises, ceux qui font le contrôle bactériologique, c'est un laboratoire qui s'appelle ABIOC, ils sont passés à 4 jours. Donc on a ici c'est un cabinet d'avocats, ici c'est une entreprise qui fait des charpentes métalliques, ici c'est une agence de publicité, ici, voilà, on a un laboratoire pharmaceutique. On sait que ce n'est pas trivial. Il y a 3 mois ou 4 mois, tous ceux qui l'ont mis en place disent que c'est faisable, que c'est un peu le bazar pendant 3 mois ou 4 mois, qu'il faut s'organiser, mais que partout ça marche, partout on crée des emplois, et on estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois à partir des 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. On estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois. Et l'idée est très simple, je le répète, si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée au moins 10% d'emplois en CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. On a 4 pages qui sont disponibles sur notre site internet où Patrick Artus, qui est le directeur d'études à la Caisse des dépôts, un monsieur très sérieux, dit que la formule Larouturou est équilibrée pour tous les acteurs parce qu'il y a une exonération importante, mais il y a une exonération que si l'entreprise crée 10% d'emplois. Donc il y a effectivement moins de chômage à payer par Pôle emploi et plus de gens qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Donc Patrick Artus dit « Je ne suis pas patron de PME, je ne sais pas comment régler les problèmes d'organisation, mais je peux garantir qu'il n'y a aucun problème de finances publiques et aucun problème macroéconomique. » Et comme depuis, il y a 400 entreprises qui l'ont mis en place, on sait que c'est faisable aussi en termes d'organisation et qu'on voit partout que ça marche et que ça crée de l'emploi et que l'absentéisme recule et qu'on a enrichi le travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait après Glasgow? Une autre façon de le dire, c'est est-ce que le monde d'après sera comme le monde d'avant, mais en pire? Vous vous souvenez, pendant le premier confinement, il y avait plein d'articles très optimistes. On avait pris une décision historique, on avait cassé des tabous au nom de la vie humaine, au nom de la dignité. Et donc, on était des millions à rêver que le monde d'après soit plus fraternel, moins violent, moins injuste. Et on a l'impression que si on ne fait rien, il y a quand même le risque que le monde d'après soit comme le monde d'avant, mais en pire, parce que les entreprises seront surendettées ou parce que les États seront surendettés. Donc je pense que c'est à nous, ça dépend de nous. C'est pour ça que j'ai dit, je viens chercher des alliés ici ce soir, je ne viens pas faire une conférence. Et je pense qu'il faut vraiment changer les choses très très vite. On a été reçu par le pape, je finirai là-dessus, avec Cyril Dion, pour montrer, parce que le pape voulait montrer qu'il savait que les gens qui travaillent sur les questions de climat et de biodiversité ou d'accueil des réfugiés auprès du pape savaient qu'il y avait une négociation en cours européenne, et on fait comprendre que ce serait bien que le pape montre qu'il soutenait notre combat pour taxer la spéculation. Et je suis allé à Rome, en particulier avec Cyril Dion, celui qui avait lancé la Convention citoyenne pour faire le lien avec les citoyens actifs en France. C'est pas juste un combat européen, on veut de l'argent européen pour aller à Grenoble, pour aller dans mon coin des Pyrénées, pour le climat et la biodiversité. Et le pape nous a dit qu'il fallait faire une vraie révolution. Le pape nous a dit, après 2008, on avait dit qu'on allait tout changer. Après la crise de 2008, on n'a rien changé. Le pape, je vous invite, que vous soyez catho ou pas catho, c'est vraiment pas le sujet. Je vous invite à lire le dernier bouquin du pape, il est génial. Il explique qu'un système économique où l'argent domine tout, où l'argent devient une idole, il dit pas que c'est de la merde, comme le dirait un adolescent, mais il dit c'est le fumier du diable. Le pape dit c'est le fumier, ça sent pas bon, quoi. C'est une façon claire de dire que voilà. Et il nous explique qu'il faut, y compris, il parle de la réduction du temps de travail dans son bouquin, il nous explique qu'il faut un changement radical et il nous demande de faire la révolution. Et je crois qu'il a raison. Dans mon bureau au Parlement européen, j'ai cette photo. Les jours où j'ai pas trop le moral, je me souviens d'une discussion avec Stéphane Hessel, quelques jours avant sa mort. Stéphane Hessel, le grand résistant, me disait Pierre, il faut lutter contre le découragement. Beaucoup de gens sont complètement découragés, pensent que c'est foutu. Mais il faut dire qu'on a déjà connu des systèmes monstrueux, des moments monstrueux, et on pensait que c'était foutu, mais des hommes et des femmes se sont levés et ils ont changé les choses. On a connu l'apartheid et on a connu la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin et la fin du mur. Et ce n'est pas Gorbatchev ou Helmut Kohl qui ont décidé de la fin du mur. C'est des gens comme vous et moi, et en particulier pas mal de jeunes, qui ont dit ce système, je n'en peux plus. Ce système me fout en l'air ma vie, fout en l'air mon avenir. Ils sont descendus dans la rue. Ils étaient 3, ils étaient 30, ils étaient 3000, et ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et après ça, Helmut Kohl et Gorbatchev ont géré les conséquences. Mais c'est des gens comme vous et moi, et beaucoup de jeunes, qui sont allés dans la rue sans une goutte de sang. Et donc je crois qu'il faut qu'on fasse la révolution sans goutte de sang. J'ai appris dans mes livres d'histoire que la Révolution est née à Grenoble, la journée des Tuiles, si ma mémoire est bonne. Donc j'ai remis ça spécial Grenoble, spécial dédicace. Là, en 1788, c'est à Grenoble qu'on a commencé à dire on en a marre, on va jeter des tuiles sur ceux qui représentent un système qui nous oppresse. Et donc j'aimerais qu'on soit capable tous ensemble de réfléchir comment, sans violence, mais de façon assez
clair, on fait une révolution au nom de la dignité humaine pour protéger notre avenir. Merci. Merci. J'écoute et je vais répondre aux questions, mais à mes yeux, ça passe quand même politiquement à la révolution. Soit on croit au grand soir, mais c'est pas sûr. Le grand soir, on n'est pas sûr que ça marche. Mais il y a une élection en avril prochain. Je sais qu'il y a ici des gens qui se battent pour la primaire populaire. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut effectivement qu'on se rassemble, que tout ce que je vous ai expliqué, c'est ni Macron, ni Zemmour, ni Le Pen qui le mettront en place, et que si on a 5 candidats qui disent presque la même chose et qui se divisent, c'est foutu. Ce soir, on va arriver à 200 000 personnes qui ont signé pour la primaire populaire. J'ai vu Yannick Jadot il y a quelques jours. Je vais voir bientôt Hidalgo. Ça bouge un peu dans tout. Et François Ruffin, on a parlé à Mélenchon. Vous avez peut-être vu que la semaine dernière, et Ruffin et Taubira ont pris position pour. Je crois que si on était plus nombreux, même si vous n'êtes pas d'accord à 100% avec ce que disent, mais je crois que c'est vraiment crucial qu'on arrive à se rassembler, sinon en avril, on aura la honte de ce qui va se passer. Et si on veut éviter une catastrophe en avril, ça se passe avant Noël. Parce qu'il y a quand même un calendrier à respecter, et si on n'est pas capable de foutre la pression de façon fraternelle mais très claire sur tous ceux qui veulent être candidats, si on n'a pas une décision avant Noël, ce sera très compliqué de faire une primaire fin janvier. Donc s'il vous plaît, tous ceux qui n'ont pas encore signé, vous pouvez prendre 1 minute, c'est gratuit, primairepopulaire.fr, et ceux qui ont déjà signé, vous appelez 3 copains pour leur remonter le moral en disant il y a un avenir, mais ça passe par le rassemblement. J'écoute les questions. Vas-y. Merci beaucoup pour votre présentation. On va passer aux questions des associations. La première, c'est une question d'Akim. On voulait savoir quelles vont être les solutions réelles pour les réfugiés climatiques qui vont arriver en Europe suite à la COP26 en termes budgétaires. Et a-t-on déjà une idée de la politique générale que souhaite adopter l'Europe face à ces arrivants, notamment en termes de demande d'aide? Tu veux poser 2 ou 3 questions ou C'est par association. Bonjour, tout d'abord merci pour votre intervention. C'est une question d'Anne Laurent. On sait que vous êtes membre de la commission des budgets. Vous voulez savoir, pensez-vous que l'Europe devrait constituer un budget d'aide pour les pays victimes des conséquences du réchauffement climatique, dont les plus développés sont les auteurs, et ce, malgré l'opposition européenne à la COP26? Merci. Merci pour votre présentation. Merci. Vous avez évoqué tout à l'heure le New Deal comme influence de votre parti politique Rivalzan. Et je me demandais du coup ce que vous pensiez du pacte vert européen qui s'inspire du Green New Deal américain qui est proposé, si vous pensez qu'il est à la hauteur des enjeux climatiques. Parce qu'il est quand même très axé autour du paradigme de la croissance verte, de l'innovation, etc. Je voulais avoir votre avis. C'est bon? Merci à toutes les 3. Sur la question des réfugiés, je pense qu'on a tous eu honte quand on a vu 31 personnes qui sont mortes dans la mer. On aurait pu commencer par 1 minute de silence tout à l'heure. C'est effectivement une honte et c'est quasiment toutes les semaines. Là, c'était entre la France et l'Angleterre, mais il y en a plein dont on ne nous parle pas, mais qui meurent en Méditerranée de façon absolument choquante. Donc je trouve ça vraiment écœurant, surtout qu'on a tous les moyens d'accueillir les personnes en situation de détresse. Moi, quand j'étais petit, je suis plus vieux que la plupart d'entre vous, papa travaillait à EDF, on avait une maison confortable, on avait accueilli 3 réfugiés, à l'époque c'était les Boat People. On avait 3 jeunes, ils avaient perdu leurs parents, et 2 frères et une sœur qui vivaient à la maison. Pendant 3 ans, on habitait à Toulouse, et on avait trouvé normal de leur faire de la place, et pendant 3 ans ou 4 ans, ils sont restés avec nous, et on a fait connaissance, et on partageait les repas, on partageait les vacances, et la France avait accueilli 150 000 personnes à l'époque. En un an, on avait accueilli 150 000 personnes sans aucun problème. Voilà. Et aujourd'hui, on est 3 fois plus riche et on a du mal et le gouvernement ne veut pas qu'on se donne les moyens d'accueillir 10 000, 20 000, 30 000 ou 40 000 personnes. Donc c'est franchement une honte. Dans notre quartier, on est en train de s'organiser comme dans beaucoup de quartiers. Je sais qu'à Grenoble aussi, il y en a beaucoup qui sont actifs, beaucoup d'hommes et de femmes sont actifs pour accueillir des réfugiés. C'est un droit, c'est un devoir fondamental.
Que peut faire l'Europe? L'Europe peut aider financièrement, on peut changer les règles du jeu sur la façon dont on accueille des personnes et comment on les accueille, parce qu'effectivement, s'ils restent tous dans des tentes et que, en plus, le gouvernement envoie des gens pour les déchirés, c'est une catastrophe, mais on peut les accueillir en les mettant sur plusieurs parties du territoire. Je le répète, l'Allemagne a accueilli 1,5 million de réfugiés syriens, 1,5 million de réfugiés, et ça s'est passé globalement très bien, en disant certains repartiront, quand il y aura la paix dans leur pays, certains repartiront, ils auront envie de repartir, d'autres resteront, et c'est un apport pour le pays, et on se donne les moyens qu'ils apprennent l'allemand, qu'ils soient intégrés. On n'en met pas 50 000 dans des mauvaises conditions quelque part, mais on essaie de les accueillir sur tout le territoire. Donc c'est là que l'Europe pourrait aider, y compris financièrement, parce qu'effectivement, quand on accueille des enfants qui vont à l'école, qu'il faut construire des logements, c'est un coût, effectivement, c'est une richesse qui arrive, mais c'est un coût, c'est un investissement. Mais donc on se bat, on est assez nombreux au Parlement à dire que l'Europe devrait donner des aides pour que ce serait plus facile du coup que les pays d'accueil puissent accueillir dans de bonnes conditions, si on sait que l'Europe va payer l'essentiel des dépenses engagées. Mais ça revient toujours à la même question, est-ce qu'on est capable de trouver des nouvelles ressources? Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais là j'ai poussé un coup de gueule mercredi dernier à Strasbourg. J'étais le premier intervenant de la matinée consacrée à Glasgow et j'ai montré très concrètement, on a voté 2 budgets, donc comme rapporteur du budget, c'est moi qui étais responsable de les faire adopter la semaine dernière. On a trouvé de l'argent pour les réfugiés syriens en Turquie, on a trouvé de l'argent pour 200 millions de doses de vaccins. J'ai rappelé que le Parlement voulait d'abord lever les brevets et que si on avait levé les brevets il y a 1 an, peut-être qu'on aurait eu un accès aux vaccins beaucoup plus facile et qu'on n'aurait pas des variants qui nous reviennent, que c'est un égoïsme, c'est un cynisme incroyable, alors que les entreprises pharmaceutiques ont déjà fait des milliards de bénéfices, de ne pas lever les brevets. Et du coup, là, on va se le reprendre comme un boomerang. Quand on laisse des millions de gens mourir dans les pays du Sud et qu'il y a des variants plus dangereux qui nous reviennent, entre guillemets, on est payé pour notre égoïsme et notre cynisme. Donc j'ai rappelé, comme beaucoup d'autres députés, que le Parlement, ça n'était pas gagné il y a 1 an, mais le Parlement européen demande la levée des brevets pour permettre, vous savez qu'il y a une centaine de pays derrière l'Inde et l'Afrique du Sud qui demandent la levée des brevets, mais en attendant que les brevets ne soient pas levés, il faut payer les vaccins. Et là, on a trouvé la semaine dernière de quoi payer 200 millions de doses, et on n'a plus rien, parce qu'on n'a plus un sou. Pour les 6 prochaines années, on a raclé, j'ai dit que c'était quand même une honte, qu'on avait raclé tous les fonds de tiroir pour ces 2 budgets, l'accueil des réfugiés syriens en Turquie et les 200 millions de doses. Et on n'a plus si on n'est pas capable de changer les règles du jeu, et c'est là que j'ai rappelé, que j'ai ressorti le texte de la Commission qui dit qu'il faut un accord avant la fin 2022. C'est pas juste moi à titre perso, c'est pas juste le Parlement. La Commission européenne disait oui, on aurait une 60aine de milliards sur la table et il faut finir la négociation avant la fin 2022. Et j'ai rappelé que c'était la France, hélas, qui bloquait. Après ça, la question sur la question des réfugiés, donc il y a les accueillir, ne pas les laisser mourir, ne pas les laisser mourir de froid, ne pas jouer sur les peurs. On a tous les moyens pour accueillir de façon pacifique et fraternelle des centaines de milliers de personnes en Europe, on peut le faire. Après ça, c'est aussi bien quand la Banque mondiale annonce 150 millions de réfugiés climatiques dans 20 ans, on sait qu'on aura beaucoup de mal à les accueillir de façon fraternelle et non violente si effectivement l'Afrique se disloque. Dans les prévisions de la Banque mondiale, c'est essentiellement l'Afrique où les catastrophes climatiques se multiplieraient et 90 millions d'hommes et de femmes qui devraient quitter le pays où ils sont nés parce qu'ils ont le choix entre mourir sur place ou traverser la Méditerranée pour avoir un espoir de survivre. Et donc, le mieux, ce serait quand même qu'on se donne les moyens avec un plan Marshall. Je sais pas, j'en ai pas beaucoup parlé, mais pour nous, si on a un plan d'investissement massif pour le climat et la biodiversité en Europe, c'est aussi pour l'Afrique et pour tout le pourtour de la Méditerranée. C'est 2 continents qui sont séparés juste par une petite flaque, comme on dit en espagnol, et c'est évident qu'il y en a, les juristes, il doit y avoir ici des gens qui sont plus doués que moi en droit du climat, mais dans la plupart des traités depuis 20 ans, on parle d'une responsabilité commune mais différenciée entre les pays riches et les pays du Sud, parce que si on fait le bilan depuis 2 siècles, c'est pas pour se flageller, c'est juste pour dire la vérité. Depuis 2 siècles, l'Europe est numéro 1, le stock de CO2 qu'a envoyé l'Europe, et c'est nous qui sommes les premiers responsables du CO2 émis en 2 siècles. Et pour le moment, on est plutôt protégé des conséquences. Par contre, l'Afrique, si on fait le bilan depuis 2 siècles, l'Afrique n'a pas émis beaucoup de CO2, et par contre, en Afrique, c'est toutes les semaines qu'il y a des catastrophes. Soit on crève parce qu'il n'y a pas d'eau, au Sahel, c'est la plus grave sécheresse depuis 1600 ans, soit quand l'eau arrive, c'est de façon catastrophique, et ça fait des centaines de morts. Donc il y a une responsabilité commune mais différenciée. C'est pour ça que les pays du Nord s'étaient engagés à mettre 100 milliards, ce qu'on appelait 100 milliards de Copenhague, et on n'y arrive toujours pas. C'est largement du pipeau, donc ça devrait être des dons, et c'est souvent des prêts, et on finance. Et le dernier rapport de l'ONU, si ma mémoire est bonne, dit que ce ne serait pas 100 milliards, ce serait 1000 milliards, si on veut vraiment rattraper le temps perdu.
Et on peut comprendre que la plupart des hommes et des femmes qui vivent en Afrique veulent avoir le même niveau de vie. Ils voient le niveau de vie européen à la télé, ils voient le niveau de vie américain, et eux aussi, ils ont envie d'avoir un niveau de vie qui s'améliore. Et un niveau de vie qui s'améliore, ça veut souvent dire un niveau de consommation d'énergie qui augmente. Mais ce n'est pas forcément du pétrole et du gaz. Il y a toutes les ressources en Afrique. Ici, ce sera de la géothermie, ici du photovoltaïque, ici de l'éolien, ici de la biomasse. Il y a toutes les ressources matérielles et intellectuelles, mais il faut des investissements. Le problème est le même en Allemagne. La nouvelle coalition ne sait pas comment financer son plan de sortie du charbon. Donc le problème est le même partout, et il faut que l'Europe aide massivement les pays d'Afrique et du pourtour de la Méditerranée. Et je répète, avec la taxe sur la spéculation, avec la taxe sur les milliardaires, j'en ai pas parlé, je suis resté trop dans ce qui fait consensus au Parlement, mais la taxe sur les milliardaires proposée par Piketty et Zucman, je ne vous parle pas des gens qui... À chaque fois en France, on a des levées de boucliers dès qu'on parle de l'ISF ou d'un impôt sur les plus riches, parce qu'on vous montre ce monsieur qui a une maison à l'île de Ré, qui a hérité ça de sa grand-mère, et le loyer, le prix a augmenté, voilà. Mais ce monsieur a une maison qui est une belle maison, mais qui vaut 1 million. Je ne vous parle pas des gens qui ont une belle maison héritée de leur grand-mère. Je vous parle des gens qui sont milliardaires, qui ont 1 milliard ou plusieurs millions de côté, sans compter leur maison principale. Et Piketty et Zucman ont fait des calculs assez précis qui montrent qu'une petite taxe sur les milliardaires pourrait apporter entre 100 et 150 milliards. Voilà, et n'empêcherait pas les milliardaires de dormir. Donc je crois qu'il est urgent qu'on prenne le pouvoir, désolé d'être vulgaire, mais il y a une élection en avril prochain. Il y a des pays où les gens se font tuer pour avoir droit à des élections démocratiques, il y a des pays où les gens se font tuer pour avoir droit à un isoloir. Eh bien nous, on a droit à des élections démocratiques, et donc je trouve qu'on est nul, il n'y a pas de mots polis, je crois que je suis enregistré, donc je ne vais pas être vulgaire, mais l'autre jour j'avais une réunion avec Yannick Jadot, avec Hidalgo, avec Olivier Faure, avec Julien Bayou, et j'ai fini en expliquant que nos enfants allaient nous détester si on n'est pas capable de se rassembler. Surtout qu'ils veulent tous préparer un accord pour les législatives. Y compris, il y avait le bras droit de Mélenchon qui a passé 2 heures à flinguer tous les copains, mais à la fin, il a dit « Je sais qu'il y a un accord qui se prépare pour les législatives et nous voulons en être. » Voilà. Donc, ils préparent tous un accord pour les législatives. Je ne donnerai pas de nom, mais encore tout à l'heure, j'ai reçu un SMS d'un grand chef qui me dit « Pierre, est-ce qu'on peut se voir ce week-end pour préparer la... » Voilà. Et ce qu'il veut, c'est... Mais donc, ils veulent préparer un accord pour les législatives, mais on va avoir 5 candidats au présidentiel, ce qui fait qu'on laisse une autoroute pour Macron, pour Zemmour ou Le Pen. Je leur ai dit « Nos enfants vont nous détester, nos enfants vont nous jeter des cailloux et ils auront raison. » Voilà. Donc, encore une fois, eux sont pris par des appareils, il y a les 3000 qui grenouillent autour de... Voilà. Et donc, il faut qu'on foute une pression très forte. Et je le répète, chacun de nous peut en parler, chacun de nous peut aller signer. On va encore prolonger un peu, on va décaler sans doute le calendrier de la primaire populaire, mais il faut que le vote ait lieu fin janvier ou au plus tard la première semaine de février. Mais on laisse sans doute encore 15 jours ou 3 semaines à Jadot, à Hidalgo et à Mélenchon. Ça bouge, mais ça serait plus facile si le nombre de signatures augmentait. Donc chacun de nous, vraiment chacun de nous peut passer 3 coups de fil. C'est appeler un copain, appeler une cousine, même qu'on n'a pas vu depuis 3 ans pour lui parler de politique, c'est pas dévalorisant. Ça montre qu'on se dit que cette personne peut être intéressée aussi par les questions fondamentales. Donc appeler quelqu'un pour dire « Est-ce que tu as vu la primaire populaire? Est-ce que tu as signé ?» C'est une façon de lui dire qu'on compte sur lui ou sur elle et lui redonner de l'espoir. Donc oui, pour le fait qu'il faut accueillir plus de réfugiés dans des bonnes conditions, qu'on a tous les moyens pour le faire, humainement et financièrement, et qu'il faut aussi un plan de développement, de co-développement pour l'Afrique. Dans le plan Marshall qui a aidé l'Europe à se reconstruire, il y avait une condition, c'est vous n'aurez pas un centime, les Américains avaient dit vous n'aurez pas un centime si vous n'êtes pas ensemble. On ne donnera pas de l'argent à l'Allemagne, et puis le lendemain de l'argent à la France, et puis le lendemain de l'argent à l'Italie. Vous n'aurez de l'argent, beaucoup d'argent, que si vous êtes ensemble, pour être sûr que vous arrêtez vos conneries de vous taper dessus. Et je pense que s'il y a un plan Marshall pour l'Afrique et le pourtour de la Méditerranée, il faudra mettre des conditions dans les modalités, en particulier pour associer les ONG, les sociétés civiles, pour que ce ne soit pas uniquement les dirigeants des pays, parfois très démocratiques, parfois un peu moins, mais de toute façon, dans tous nos pays, il faut associer plus la société civile et celles qui font vivre les choses au niveau local. Est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour les questions de dette? Je crois que j'ai répondu un peu. Le New Deal européen, il est pour le moment assez décevant. Ça fait 2 ans et demi qu'on a tous applaudi, à part l'extrême droite, on s'est tous mis debout pour applaudir Mme von der Leyen qui nous a dit « ma priorité c'est le climat ». Et pour le moment, voilà. Il y a une fois, je lui ai expliqué « bravo Madame la Présidente, c'est quand même excellent ». Et je remercie quand même tous ceux et celles qui étaient dans la rue pour les marches climat. Parce que si on n'avait pas été des milliers et des milliers à être dans la rue pour les marches climat, je pense que jamais l'Europe n'aurait mis comme priorité le plan climat. Je me souviens d'une manif, on n'était que 500 à Liège, il pleuvait, on se demandait à quoi ça servait. Eh bien, 2 mois plus tard, j'étais à Madrid à la précédente COP et je dînais avec des grands climatologues qui avaient le moral à zéro, Hervé Le Treut et Jean Jouzel, mais qui m'ont dit la seule chose qui nous donne le moral, c'est de voir les jeunes qui sont dans la rue, qui malgré tout vont dans la rue et qui vont bientôt finir par réveiller les plus vieux. Donc merci à tous ceux et celles qui ont fait des manifs pour le climat, qu'on soit jeune ou un peu moins jeune, c'était tout à fait utile. Jamais l'Europe n'aurait fait du climat sa priorité s'il n'y avait pas eu cette pression. Mais maintenant, ça reste probablement une coquille creuse qu'il faut remplir à 90%, 90% à Bruxelles, l'essentiel reste à faire, et en particulier
c'est une question de financement. Voilà, c'est que, encore une fois, on peut y avoir des normes, on peut agir par la norme en disant on arrête les voitures thermiques à ce moment-là, on arrête, il peut y avoir, mais si on n'a pas des moyens financiers pour aider, voilà. Et je répète, sur la plupart des dossiers, c'est la France qui bloque. C'est vrai, je l'ai déjà dit trop longuement, sur la taxe sur la spéculation, mais c'est vrai aussi pour sortir des énergies fossiles. On voit comment la France est dans un conglomérat avec d'autres pays qui disent qu'il faut continuer le gaz. Ou quand il y a eu un rapport de l'Agence internationale de l'énergie au mois de mai, l'Agence internationale de l'énergie, il y a 10 ans, c'était le porte-parole du lobby pétrolier. Et là, ils ont sorti un rapport. La situation est tellement grave que l'AIE dit qu'il faut arrêter immédiatement tous les nouveaux forages, les nouveaux investissements fossiles. C'est l'AIE qui dit ça, ce n'est pas Greenpeace ou quelques climatologues ou quelques... Et un mois après, tous les ministres de l'Environnement et de l'énergie se retrouvent à Bruxelles. Il y a 11 pays qui sont d'accord pour faire les choses sérieusement et arrêter tout immédiatement, dès le 1er janvier, les nouveaux investissements fossiles, dont l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, 11 pays qui sont d'accord, mais la ministre française n'est pas là. Voilà. Donc il y a plein de dossiers vraiment importants où il commence à y avoir une masse critique de pays et la France n'est jamais du bon côté. Voilà. Donc je crois qu'il faut qu'on foute un coup de pied dans la fourmilière et qu'on en profite. Il y a des élections en avril prochain et ça pourrait tout changer si on est capable de se rassembler. On va passer aux questions, si vous en avez dans la salle. On va essayer de faire passer le micro. Ou est-ce que ceux et celles qui veulent prendre la parole viennent là? Ou parlez très fort? C'est l'une de vous qui donne la parole? Vas-y. d'arriver à un tel accord au Parlement européen. Vous me parliez tout à l'heure de 68% d'approbation pour votre dernière proposition. Je voyais la répartition au Parlement européen. Pour moi, il y a beaucoup de droite au Parlement. Et est-ce que, comment vous faites pour arriver à de tels accords alors que vous ne représentez pas forcément la majorité du Parlement? Est-ce qu'on prend une ou deux autres questions? Qui c'est qui... Oui. Vas-y. Vous répondez après. Ou je prends deux ou trois questions, mais je les note. Allez-y. Vous parliez tout à l'heure de la Fenêtre populaire et on a reçu dans une association Anna Haguet aussi, qui est aussi candidate de la Fenêtre populaire. Et je lui ai posé une question, elle n'a pas vraiment su répondre. Vous, si typiquement vous gagnez la Fenêtre populaire, mais qu'il n'y aura eu que les trois candidats qui sont déjà déclarés, qui ont déjà accepté, et pas Jadot, Mélenchon, Hidalgo, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous rajouterez votre candidature ou est-ce que vous construirez quand même quelque chose avec un des autres candidats? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'organisation, autant du côté de M. Laroutourou que du côté des étudiants. Donc, effectivement, ça mérite des applaudissements, ça mérite en tout cas des remerciements. Concernant les questions, donc effectivement, moi j'en ai trois qui sont beaucoup plus liées à la France qu'à l'Europe. Comment expliquez-vous actuellement l'absence des idées de gauche dans les débats présidentiels? Aujourd'hui, effectivement, on a des Zemmouriens, on a des gens de Marine Le Pen, on a des idées qui sont extrême droite et je ne parle même pas du LR. Donc voilà. Demain, si effectivement, dans le cadre de la primaire populaire, les leaders arrivaient à se mettre d'accord, comment arriver à concilier l'idée européenne d'un parti comme la France Insoumise et le PS, pour ne parler que d'eux? Quelque chose d'un peu plus personnel cette fois. Pourquoi, dans le cadre de la primaire populaire, pourquoi on voterait pour vous, M. Laroutourou?
quels sont les éléments que vous pourriez mettre en avant? Et je finirai là-dessus. Peut-on, tout en restant sérieux, parce que la France est quand même la 5e ou la 6e puissance mondiale, ne pas payer la dette française comme le demandent certains responsables politiques? Merci. Je réponds à ça et on continuera après. Alors, sur la première question, sur le lien entre crise écologique et crise sociale, j'ai essayé de montrer le lien et je voudrais aussi montrer que les solutions, contrairement à ce que disent Xavier Bertrand ou d'autres, qu'il n'y a aucune opposition entre gagner la bataille du climat et gagner la bataille de la justice sociale. Une des dernières fois où j'étais venu à Grenoble, c'était au moment de la campagne des européennes. On est allé, j'ai oublié le nom d'une cité HLM, on avait été reçu par le président des familles de la cité HLM et qui disait « ça fait 15 ans que j'habite dans cette cité ». Depuis 3 ans, ça y est, on a isolé et c'est beaucoup plus confortable. J'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Je gagne, donc ce n'est pas un économiste qui dit ça, ce n'est pas un expert de l'ADEME, c'est un monsieur qui dit d'abord le confort, on a moins chaud l'été, on a moins froid l'hiver, et pour ma famille, c'est 800 € d'économie. Et le président de la communauté de communes, je ne sais plus comment ça s'appelle, disait j'espère que tu vas gagner ta bataille au niveau européen parce qu'on fait ce qu'on peut, mais si on avait des milliards qui arrivaient de Bruxelles, ce serait plus facile, ça créerait plus d'emplois, et il y aurait des milliers de familles qui profiteraient. Et de même quand on dit qu'on peut créer 900 000, donc ça veut dire qu'il y a du pouvoir d'achat. Ça dépend comment on le finance. Est-ce que c'est les gilets jaunes qui payent ou est-ce que c'est les milliardaires et les traders? Mais si c'est le financement qu'on propose, il n'y a pas 1 € qui est demandé à monsieur et madame tout le monde. Et par contre, tous ceux et celles qui mettront moins d'argent dans leur voiture parce qu'il y a des transports en commun ou mettront moins d'argent dans le chauffage parce qu'on a isolé, tout cela gagne en pouvoir d'achat. Et quand on dit qu'on crée 900 000 emplois, ça veut dire qu'il y a 900 000 familles où il y avait un chômeur ou une chômeuse et où on va faire entrer un revenu. Ça veut dire aussi qu'il y a 900 000 personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Je ne l'ai pas dit, mais au total, entre le plan climat qu'on propose et la semaine de 4 jours, 900 000 emplois ici, 1,6 million là, ça fait 2 500 000 emplois. Vraiment, c'est des chiffres c'est pas les chiffres les plus optimistes. Quand je dis 1 600 000 emplois pour les 4 jours, c'est quelqu'un qui est au cabinet de Martine Aubry qui m'a donné une fuite. C'était l'étude qui a été faite pour le ministère à partir des 400 entreprises déjà passées à 4 jours. Ce n'était pas le scénario le plus optimiste, c'était le scénario entouré en gras le plus probable. Donc rien qu'avec ces deux leviers, un plan climat et une négociation sur la semaine de 4 jours, 2 500 000 emplois. Il faut aussi créer des postes dans la santé, à l'hôpital, dans la justice, dans la police. Donc au total, on peut vraiment en 5 ans créer 2,8 millions ou je ne sais pas comment. Et ça veut dire qu'il y aura 2 800 000 personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Donc c'est une façon très différente quand Emmanuel Macron vous dit qu'après les présidentielles, il faudra réformer les retraites. S'il le repousse après les présidentielles, c'est peut-être qu'il a des mauvaises nouvelles à nous annoncer. Et Bruno Le Maire nous fait comprendre qu'il faudra baisser les retraites. Je rappelle qu'en moyenne, la retraite en France, c'est un peu moins de 1 400 € net, un peu moins de 1 400 € net par mois, et plutôt aux alentours de 800 € pour une femme. Donc est-ce qu'il faut baisser les retraites ou est-ce qu'il faut plutôt dire on ne baissera pas du tout les retraites, mais on va créer 2 800 000 emplois. Et si on crée 2 800 000 emplois, il y a 2 800 000 personnes qui cotisent pour les caisses de retraite. C'est quand même deux façons très très différentes d'équilibrer les caisses de retraite. Donc il n'y a aucune opposition entre gagner la bataille du climat et retrouver le progrès social. Comment j'arrive à un accord? J'aimerais vous dire d'abord, je fais boire mes interlocuteurs. Non, je rigole, c'est une blague nulle. On dialogue. En fait, ce qu'on apprend au Parlement européen, c'est la modestie, parce qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir. Le Parlement, c'est quand même, c'est pas l'autorité la plus importante, mais on apprend à dialoguer, parce que le Parlement, contrairement au Parlement français, où il y a un groupe qui a la majorité, il n'en a rien à foutre des autres, au Parlement européen, même si, parce que chaque année, il y a un groupe politique différent qui a le rapporteur général du budget, donc cette année, c'est mon groupe, et on me l'a proposé au nom de tout le Parlement. Mais je sais que je ne peux rien faire si je n'ai pas au moins 3 groupes avec moi. Et j'étais très fier parce qu'il y a 6 groupes politiques qui ont soutenu mon projet de budget, aussi bien les amis de Mélenchon qu'une partie de la droite, les amis de Merkel et de Macron. Et voilà. Et donc, parce qu'on dialogue, alors c'est un peu pénible quand vous avez une famille qui vous attend à Paris, mais c'est un job passionnant et il faut dialoguer, il faut rencontrer le responsable de la droite au budget qui est un Portugais et on se rend compte que dans sa vie il est à droite mais en fait il était un peu à gauche au début et que quand on lui parle de justice sociale ça l'intéresse. Il y a eu 110 personnes qui sont mortes dans les feux de forêt au Portugal. Donc on part non pas sur des considérations théoriques mais on part sur le fait qu'il y a eu 110 personnes qui sont mortes au Portugal dans les feux de forêt et qu'une taxe sur la spéculation c'est possible. Voilà. Et du coup
6 mois. Je fais des tunnels d'argumentaire. Je suis assez bavard, vous l'avez peut-être constaté. Mais une fois, j'avais 2 minutes en commission des budgets, 2 minutes face au commissaire pour poser une question technique. Et j'ai fait 10 minutes d'argumentaire avec mes graphiques sur la gravité du problème climatique et l'attaque sur la spéculation. Je me suis fait engueuler par le patron de la commission des budgets, qui est un ancien ministre très à droite et qui à l'époque était hostile à ces idées. Et donc il m'a, Monsieur Larouturou, c'est inacceptable. Vous avez fait 10 minutes, le commissaire n'a plus le temps de répondre. Si tout le monde fait comme ça, c'est inacceptable. Voilà. Et il a donné la parole au député suivant, Olivier Chassel, qui a dit ben, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je donne 1 minute de plus à Pierre, alors qu'Olivier est quelqu'un de la droite libérale, mais qui trouvait que mes petits graphiques sur le dérèglement climatique et sur la spéculation, voilà. Et du coup, en 6 mois, c'était avant le virus, parce que le virus complique les choses pour les contacts, aller au resto avec quelqu'un, prendre un café, répondre. J'ai bien compris ce que tu m'as dit, est-ce qu'on peut se revoir la semaine prochaine? J'ai répondu, voilà. Donc quand il n'y a pas de virus et quand on est prêt à mouiller la chemise et qu'on est un peu capable d'écouter les gens, c'est plus facile. Mais du coup, en quelques mois, j'ai réussi, y compris mes copains belges étaient très contents, parce que y compris le patron de la commission des budgets, qui est l'ancien ministre très à droite, qui avait bloqué la négociation il y a 5 ans, il a dit publiquement à la télé belge qu'il avait changé d'avis et qu'il était d'accord pour taxer la spéculation. Donc je crois que c'est expliquer, ne pas se dire lui c'est un gros con de droite, donc je perds mon temps à aller dîner avec lui, ou c'est la CSU. Ben voilà, y compris la CSU, la droite bavaroise. En Allemagne, un de ceux qui a relancé, qui a poussé Angela Merkel, c'est la droite, la CSU, parce qu'il était ministre du Développement et parce que la CSU, c'est la droite bavaroise, mais c'est un humaniste. Et que quand il va en Afrique et qu'il voit des gens crever, ben, même s'il est de la droite bavaroise, il n'a pas envie de laisser crever des millions de gens. Voilà. Et après ça n'empêche pas d'être ferme sur les prix avec la droite polonaise ou la droite hongroise. Je ne vous dis pas que c'est un gros consensus sur tous les sujets, mais on est capable, sur des objectifs importants, de rassembler. Pourquoi est-ce qu'il faut voter pour moi ? Je ne sais pas. Je pense que le projet qu'on porte avec Nouvelle Donne est intéressant. Je pense qu'on est peut-être les plus concrets. Je n'ai pas envie de critiquer les autres, mais que j'explique, moi, comment je peux financer. Je donne des chiffres assez précis. Quand je dis 900 000 emplois créés avec ce pacte climat, c'est que ça fait 7 ans que je bosse là-dessus en permanence et qu'on a effectivement le ministère de l'Environnement qui dit qu'on peut créer 900 000 emplois. Les chiffres que je donne, ils sont validés. Voilà, j'ai montré que j'étais capable de... La semaine de 4 jours, j'ai lancé le débat en 93, enfin juste après Antoine Riboud. J'avais travaillé avec 40 personnes très différentes, aussi bien des gens de la CGT que des amis de Jacques Delors. Et quand j'ai mis le débat sur la semaine de 4 jours, déjà c'était assez convaincant. Y compris quand je dis que le Fleury-Michon ou Maminova sont passés à 4 jours, le patron de Fleury-Michon, il était avec Philippe de Villiers au Conseil général. C'est quand même pas la gauche alternative. Voilà. Et il m'avait croisé dans un colloque, il m'avait donné sa carte, et on s'est vu 3 fois de façon confidentielle. Et au bout de la 3e fois, il m'a dit, vous m'avez convaincu, je sais que Fleury-Michon peut passer à 4 jours sans baisser les salaires et sans abîmer l'efficacité. Il m'a dit, j'ai une responsabilité. L'autre employeur qui est du coin est une scierie qui a fait faillite. Et donc, vous m'avez convaincu que je pouvais créer 130 emplois. Donc, voilà. Donc je crois que le dialogue aussi, au lieu de me dire putain, il est avec de Villiers, c'est la droite cato coincée, c'est pas mon truc, et bien quand il m'invite à aller le rencontrer, je lui ai fait 3 allers-retours discrets et je suis très heureux quand je me dis que j'ai un peu aidé et qu'il y a eu 130 créations d'emplois et que tout le monde a gagné en qualité de vie. Donc je crois, c'est peut-être que j'ai appris avec Michel Rocard, j'ai eu la chance de bosser avec des géants, un Stéphane Hessel qui vous raconte sa vie, ça donne du courage, ça donne la niaque. À Michel Rocard, ils ont la paix en Nouvelle-Calédonie, là on est en train de foutre en l'air ce qui se faisait pas, mais ils ont été capables de dialoguer avec les Kanaks et les Caldoches, y compris de faire le bilan de ce qui avait été bon ou pas bon dans la colonisation. C'est le seul endroit du monde, Michel Rocard était très fier de ce qu'ils avaient fait en Nouvelle-Calédonie, avec des gens très différents, mais c'est le seul endroit du monde où les deux communautés, Kanak et Caldoche, ont fait le bilan avec des historiens de ce qui a été bon et ce qui n'a pas été bon dans la colonisation. Et c'est une fois qu'on a fait le bilan de ce qui se fait depuis plusieurs siècles, on est capable de construire un avenir. Donc voilà, je crois à l'intelligence, je crois à la fraternité, et je crois qu'on est des millions à quand même s'inquiéter. Voilà, donc pourquoi voter pour moi? Je crois qu'on a, avec Nouvelle Donne, là je ne vous ai pas parlé des questions de ce qu'on propose sur la démocratie, la loi d'initiative citoyenne, un nouveau traité pour l'Europe démocratique. Même en parlant vite, je ne peux pas parler de tout, mais on a, voilà. Et si je ne gagne pas, je m'en fous, mais j'ai envie d'être dans une équipe, j'ai envie qu'on gagne collectivement. Aux États-Unis, Bernie Sanders n'a pas gagné, mais il est patron de la commission des budgets. Kamala Harris, elle n'a pas gagné, mais c'est la première femme noire qui est vice-présidente et ça a de la gueule. Voilà. Et donc, plutôt que... La question est à voir, quand je vois Jadot, quand je vois Hidalgo, quand je vois les autres, est-ce qu'ils veulent juste être le leader de l'opposition pour gagner dans 5 ans ou dans 10 ans? L'autre jour, un chef écolo m'a dit, là, le but, c'est d'acter la fin de la social-démocratie. Voilà, il faut qu'il y ait du sang. Je dis, excuse-moi, je croyais que les écolos étaient pour la biodiversité.
Est-ce que ton but est de supprimer la social-démocratie? Ben non, elle résiste dans la plupart des régions. Voilà. Donc, est-ce qu'on est là pour tuer la social-démocratie et dans 5 ans, le rassemblement sera plus facile, mais pendant 5 ans, on a Macron ou Zemmour, ou est-ce qu'on est capable de faire une équipe? Et je trouve un peu ridicule, pour être gentil, de se déchirer de façon suicidaire pour savoir qui sera à l'Élysée, alors que tous, on est d'accord pour dire qu'il faut diminuer le pouvoir de l'Élysée pour donner plus de pouvoir à l'Assemblée et aux citoyens. Donc, c'est suicidaire de savoir qui, de savoir que je veux être à l'Élysée. Ah non, je veux être, moi je m'en fous. Je l'ai dit à Jadot, moi je serais très content. J'ai envie que ce soit Jadot ou Hidalgo ou Mélenchon. En plus, il n'y en a aucun qui a un projet complet, un peu d'humilité. Aucune de nous ne sait en même temps ce qu'il faut faire en Afghanistan, ce qu'il faut faire sur le climat, ce qu'il faut faire en matière de logement, pour lutter contre l'échec scolaire et pour dans la corne de l'Afrique. Donc un peu d'humilité. Moi, je suis un grand copain de Lilian Thuram, j'adore Mbappé, mais je crois que ni Thuram ni Mbappé n'ont jamais cru qu'ils avaient gagné un match tout seuls. Voilà. Et donc je crois que la politique, c'est être au service du bien commun, non pas préparer l'élection dans 5 ans ou dans 10 ans, et c'est en équipe. Et moi, je serais très heureux, je l'ai dit à François Ruffin, mais imagine si on gagne en avril, moi, si on me confie les questions européennes, au mois de mai, je fais un sommet européen et je suis persuadé qu'en 3 mois, on débloque la négociation. Et toi, je dis à François Ruffin, ton film est génial, je vous conseille tous d'aller voir le film de François Ruffin, Debout les femmes, qui est juste génial. Et quand tu dis à la fin que tu veux une assemblée qui vote ta loi contre la précarité, eh bien, imagine qu'on gagne le pouvoir, au mois de juillet, ta loi, elle sera votée. On aura fait voter la loi climat, on aura des choses contre la précarité. Voilà. Et là, je crois que ça a donné envie à François, il m'a dit qu'il allait voir Mélenchon pour lui en parler. Voilà, donc honnêtement, je pense que je serais C'est ridicule parce que je ne pensais pas être un bon député. Au début, quand je suis arrivé au Parlement européen, je me suis dit pourquoi ils m'ont mis là, je ne me trouvais pas à la hauteur. Quand on m'a demandé d'être rapporteur général du budget, j'étais étonné et ému. Je ne pensais pas du tout être un bon rapporteur général du budget. Et finalement, je fais le job parce qu'il y a plein de gens qui m'aident et que j'essaye de réfléchir avec d'autres. Et donc, ça peut paraître ridicule, mais je crois que si j'étais à l'Élysée, je ne serais pas pire que ceux qui ont précédé, ça c'est pas compliqué. Et que si je ne suis pas à l'Élysée et que je suis dans une équipe, je serais très content. Parce qu'à l'Élysée, ils ne vont pas beaucoup dormir. Hein. Donc, voilà. Mais j'ai des idées aussi en matière sociale. Par exemple, j'en ai marre à chaque fois qu'on s'affronte en France. Dans les pays du nord de l'Europe, on a ce qu'on appelait les accords de Wassenaar. On a été capable de construire un nouveau contrat social. Le gouvernement arrive et dit on a un gros problème de chômage et de précarité, on a un problème de déficit commercial, on a un problème d'accès à l'information. Et au lieu de dire je suis le gouvernement et je décide tout seul, ils ont fait 3 mois de négociations. Et tous les lundis, tous les mardis, tous les lundis, tous les mardis, il y a les syndicats, il y a les patrons, il y a les politiques. On n'est pas là pour s'engueuler, on est là pour construire un diagnostic. Et au bout de 3 mois, il y a 10 mesures ensemble. Et on applique ça, on se met d'accord, les syndicats, les patrons, les politiques. Si on n'est pas d'accord sur tout, c'est les politiques qui tranchent. Mais au bout de 2 mois, il y avait quand même beaucoup de consensus intelligent qui s'était dégagé. Et au bout de 4 ou 5 ans, le chômage a beaucoup reculé, la précarité a beaucoup reculé. On a retrouvé un équilibre de la balance commerciale. Donc moi, je rêve qu'on gagne en avril, qu'on relance immédiatement les négociations européennes et qu'on relance des négociations sur un nouveau contrat social. Et qu'on change les choses en matière de qu'on fasse une constituante et qu'on en finisse avec le système monarchique. Et ça, je suis sûr qu'on est d'accord, que Jadot, Hidalgo et Mélenchon sont d'accord, et que c'est ni Zemmour, je le répète pour la 8e fois, c'est ni Zemmour, ni Macron, ni Le Pen qui le feront. Donc on est nuls, pour être poli, on est vraiment nuls si on n'est pas capable de se rassembler. Et... Pourquoi les idées de gauche, merci pour les applaudissements les amis, pourquoi les idées de gauche n'arrivent pas à percer? D'abord, je pense qu'on est inaudible, les gens se disent de toute façon ils n'arriveront pas au 2e tour. Voilà, j'ai montré l'autre jour à Yannick Jadot le total des 5 candidats de gauche. Il y avait 30, si on fait le total de tous les sondages qui sortent tous les mois, le total des 5 candidats, on était à 31% il y a quelques mois, on est tombé à 23%. Alors je lui ai dit, excuse-moi, objectivement, il n'y a personne qui est en train de décoller. Personne n'est en train de décoller. On est plutôt en train de décourager tout le monde. Voilà. Donc, est-ce qu'on arrête avant de trouver du pétrole? Voilà. Astucieux, blague. 1-0 pour l'humour. Deuxièmement, pourquoi après ça, les idées qu'on porte sont plus compliquées que les idées de Zemmour. Surfer sur les peurs, dire il y a trop d'Arabes, il y a trop de... C'est facile, ça parle au cerveau reptilien. On a tous un cerveau reptilien. Canamar qui veut des choses simples et qui veut la castagne. Et que des gens qui se sentent humiliés, moi ça va, j'ai un job intéressant, tous les jours il y a des gens qui me félicitent, mais il y a des gens qui ont une vie très compliquée pour être gentils, qui vont de problème en problème, qui se sentent humiliés par le système, et spontanément ils ont envie de trouver quelqu'un qu'ils aimeraient humilier. Le cerveau reptilien, donc, et Zemmour, c'est facile, c'est des idées simples, même si BFM lui donnait, ou CNews lui donnait moins de temps, même en 1 minute on peut jouer sur les peurs et jouer sur la haine et rallumer un endroit, et puis voilà. Tandis que les idées, même en parlant vite, il m'a fallu une demi-heure. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour faire une conférence, je suis là pour chercher des alliés, parce que BFM ne nous donnera jamais 3 quarts d'heure où on pourrait expliquer ça. TF1 ne nous donnera jamais 3 quarts d'heure. Donc, est-ce qu'on est capable de se rassembler? Du coup, notre parole est intéressante. Du coup, oui, celui ou celle qui est le chef d'équipe peut arriver au 2e tour, donc les gens vont ouvrir, et qu'on soit des milliers à faire campagne, qu'on soit des milliers de porte-parole, y compris
y a pas mal de jeunes ici, vos parents sans doute, beaucoup de gens qui ont 40, 50 ou 60 ans sont découragés par la politique et ils zappent. Dès qu'il y a un homme ou une femme politique, ils zappent. Mais si c'est leur fils ou leur fille qui revient à la maison le week-end et qui leur montre une vidéo ou qui parle de solutions, mais peut-être qu'on peut redonner un peu d'espoir à une génération qui a été trahie par beaucoup de dirigeants. Donc voilà, je crois que les idées zémouriennes sont plus faciles pour jouer sur les peurs, tandis que voilà, Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, c'est plus facile qu'expliquer la semaine de 4 jours. Ça ne marche pas, il n'y a aucun pays où travailler plus pour gagner ne marche, mais ça fonctionne. Donc, encore une fois, est-ce qu'on est capable, malgré les échecs, malgré les découragements, de se dire on peut tous être porte-parole et qu'on se donne les moyens, effectivement, en janvier, février, de se rassembler autour de ça. Sur la question est-ce qu'il faut payer la dette, c'est pas... Pardon, j'arrête, après ça, non, j'arrête. Vous avez vu la courbe aux États-Unis, hein. Vous avez vu la courbe de la dette aux États-Unis, elle n'a jamais diminué. Donc moi, je ne suis pas parmi les gens qui disent qu'il faut annuler la dette. Par contre, pour les pays du Sud, oui, il faut annuler une partie de la dette. Et quand la Grèce était étouffée il y a quelques années, j'étais parmi beaucoup d'autres qui disaient que l'Allemagne, à un moment, avait profité d'une annulation de la dette. Donc il y a des moments où, quand le peuple grec souffrait le martyre, alors qu'il avait un budget en équilibre, ce qui n'était pas le cas de la France, on était nombreux à dire que l'Allemagne a été contente, il y a 40 ans, qu'une partie de sa dette soit annulée. Et qu'il y a plein de gens qui militent pour l'annulation de la dette des pays du Sud, et ils ont raison. Mais pour la dette d'un pays comme la France ou l'Allemagne, c'est comme aux États-Unis, en fait, on n'a jamais diminué, on n'a jamais remboursé. En fait, elle roule et elle est au frigo. Voilà. Et là, les taux d'intérêt sont à 0,1%, donc c'est vraiment pas un problème. Il y a plein de choses qui m'empêchent de dormir, mais pas le problème de la dette. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour la suite des questions, je vais te demander de recentrer un peu sur le sujet d'acteur, donc de la COP26, l'environnement, l'Europe. Donc voilà, si vous avez des questions, Je vais sortir ma casquette de vieux bourgeois. Je pense qu'il y a vraiment besoin de radicalité. Quand je fais grève de la faim pendant 18 jours, je me suis fait encore engueuler. Il y a encore 2 semaines, un député m'a demandé si je ne pensais pas démissionner, en me disant « Pierre, tu es rapporteur général du budget, tu n'es pas un activiste ». Donc il y a encore des gens, au bout d'un an, qui me reprochent ma grève de la faim. Mais il y a aussi des gens qui venaient chanter tous les jours, Extinction Rébellion, venaient chanter devant le Parlement « La Routuro, we love you ». Je leur ai dit « Non, ça plus jamais le La Routuro, we love you ». J'ai lu une fois, mais ça m'a suffi. Mais donc, je pense qu'il y a besoin de dire la gravité extrême. Je pense qu'il y a besoin de dire « Arrêtez vos pipeaux, arrêtez vos blabla ». C'est gravissime. Voilà. Quand quelqu'un a un cancer, la plupart des cancers, on peut les soigner. Mais si on attend pendant 10 ans avec du blabla, allez, changez vos idées, faites un peu de sport, ben le cancer, il va gagner. Voilà. Donc, il faut arrêter le blabla et puis il faut s'attaquer radicalement au problème. Donc, donc j'ai parlé de ma grève de la faim, mais il y en a plein qui font des actions comme ça, où on était avec Marie Toussaint, une autre amie députée européenne, on était avec Extinction Rébellion devant la Banque de France, un peu avant l'été. Il y a un rapport qui a montré que globalement, dans l'ensemble, au niveau mondial, les investissements des banques dans les énergies fossiles l'an dernier, à cause de la crise, avaient reculé de moins 8%, mais pour les banques françaises, de mémoire, c'était plus 27%. Et la Banque de France s'en fout. Donc la Banque de France a un rôle de police, un rôle de régulation. Donc on était devant la Banque de France, ça n'a pas été apprécié. J'ai croisé quelques jours plus tard M. Villeroy de Galhau, qui est le patron de la Banque de France, qui n'a pas apprécié, parce qu'il estime qu'on est dans les mêmes réseaux, on était chez les Rocardiens il y a 25 ans, on a des routes qui ont un peu divergé, et donc Villeroy de Galhau n'apprécie pas du tout que je sois, avec l'Extinction des Rébellions, à foutre un peu de faux pétrole, ça c'est lavé à l'eau avec de l'eau et du savon. Voilà, donc je pense que des actions qui mettent un zoom et qui permettent à des citoyens de bien comprendre, la grève de la faim, il y a des millions de gens qui ont vu des vidéos et qui ont mieux compris ce qui pouvait se passer au niveau européen, et le fait qu'on a fait ça devant la Banque de France avec Extinction Rébellion,
rébellion, tous les journalistes qui se réveillent la nuit à cause du problème climatique, parce qu'il y a plein de journalistes qui comprennent les enjeux, ils cherchent des occasions pour parler du climat et pour montrer que les banques françaises devraient être beaucoup plus fortement régulées. Et donc, le seul fait d'être pendant 3 heures devant la Banque de France a été utile. Après ça, les violences, moi je me souviens des manifs à Notre-Dame-des-Landes. Vous vous souvenez de Notre-Dame-des-Landes, la question était de savoir s'il y avait besoin d'un nouvel aéroport ou est-ce que... Et je me souviens d'un samedi où on était presque 20 000, tout le monde disait que ça allait être une énorme manif. Il y a un sondage qui allait sortir pour dire que 80% des Français pensaient qu'il n'y avait pas besoin du deuxième aéroport. Donc c'était une manif très joyeuse. Il y avait des gens de toutes les générations, des retraités, des jeunes, des gens en couple avec le bébé, voilà. Et j'ai vu clairement comment les CRS ont laissé 4 ou 5... je ne sais pas comment dire, extrémistes, foutre en l'air une banque. C'est tout à fait clair. J'ai vu comment il y avait peut-être 20 ou 30 CRS qui auraient très bien pu choper les mecs. En plus, ils étaient avec un masque. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le virus. Donc, on aurait très bien pu choper les gars, faire contrôle d'identité. On les met, ils étaient là uniquement pour pourrir la manif. Ces 4 ou 5-là étaient juste là pour pourrir la manif. Et les CRS les ont laissés faire. Et je pense que Manuel Valls, qui était à la manœuvre, était très content qu'après ça, on s'est pris des lacrymogènes pendant toute l'après-midi. Et à la télévision, le soir, on ne parlait que on voyait en boucle ces images des casseurs et personne ne parlait du fait qu'on était 20 000 pour une manif non violente et personne ne parlait du fait qu'il y avait un sondage qui disait que 80% des gens voulaient qu'on arrête le projet stupide et inutile de Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Donc je pense que la violence peut être contre-productive ou être quasiment tout le temps contre-productive. Mes héros, c'est plutôt des gens comme Nelson Mandela, mais qui disent qu'il faut être clair. Ma première action militante, j'étais tout petit, c'était de dire qu'on pouvait boycotter les oranges et les pamplemousses qui venaient d'Afrique du Sud. À l'époque, il y avait une marque qui s'appelait Outspan, des gens qui ont ma génération, peut-être vous vous souvenez. Et quand Mandela est sorti de prison, Mandela a quand même resté 27 ans ou 29 ans en prison, et il a remercié tous ses frères et sœurs en Afrique du Sud, noirs et blancs, qui l'avaient aidé, mais il a aussi remercié tous ceux et celles en Europe ou aux États-Unis qui avaient boycotté Outspan parce que ça avait bien aidé qui avait bien aidé les dirigeants blancs au pouvoir quand ils avaient compris que leur carnet d'adresse, leur carnet de commandes allait se vider. Donc je pense qu'il y a plein d'actions non violentes, mais qui peuvent dire qu'il y a besoin d'un changement radical. Là, il y a des jeunes, encore hier, des jeunes d'Extinction Rébellion qui m'ont dit qu'ils préparaient des actions pour pourrir les meetings de Jadot, Hidalgo et Mélenchon s'ils ne sont pas capables de se rassembler. Si c'est non violent, moi, ça ne me choque pas. Je pense que ces divisions sont criminelles. Je pense qu'avoir 3 ou 4 candidats qui disent « ma priorité, c'est le climat », en fait, ils savent tous qu'on va laisser Macron ou Zemmour au pouvoir. Donc ça ne me choque pas, c'est des jeunes d'Extinction Rébellion qui vont foutre le bordel de façon non violente pour dire « arrêtez vos bêtises, il faut absolument faire une équipe ». Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut qu'on règle au niveau européen. Je pense que c'est un échec qu'on a subi la semaine dernière, puisque le Parlement européen, autant il y a des fois où on gagne, et puis il y a des fois où on perd. La semaine dernière, on a perdu un vote important sur la politique agricole commune. Mais je le répète, si on gagne la responsabilité du pouvoir en avril prochain, on pourra changer quand même. En principe, la politique agricole est décidée pour un grand nombre d'années. Mais si la France, qui est un État qui compte, a une nouvelle majorité au mois d'avril prochain, on peut très bien proposer une autre politique agricole et modifier une partie importante de cette politique agricole, d'abord en expliquant, et s'il le faut, en provoquant une crise, parce qu'on ne va pas attendre 5 ans ou 7 ans pour modifier. De Gaulle avait fait la politique de la chaise vide pendant 6 mois, et je pense qu'il faut d'abord expliquer. Encore une fois, il y a plein de choses qu'on peut engranger dès l'année prochaine facilement. 82% des Allemands sont d'accord pour la taxe sur la spéculation, 75% des Français sont d'accord. Donc si Bruno Le Maire et Macron n'étaient pas là pour tout bloquer, il y a des choses importantes qu'on peut facilement négocier. Et après ça, dialoguer, convaincre. Mais après ça, si à un moment on n'arrive pas à avoir
Il y a plein de sujets, je le répète, où il n'y a pas besoin d'unanimité, et où on peut avancer juste à 9 ou 10 pays. Mais après ça, s'il faut provoquer une crise et pendant 6 mois dire on ne paye plus la part du budget parce que je ne comprends... Voilà, on veut vraiment interpeller les peuples pour dire une autre Europe est possible et ce sera meilleur pour votre santé et ce sera meilleur pour la santé des agriculteurs et ce sera meilleur pour la planète. Si on a un bon argumentaire, ça ne me gêne pas, moi, de bloquer le ronron pendant 6 mois. Mais je pense qu'on est vraiment dans un moment passionnant. Je le répète, l'autre jour, le syndicat des jeunes agriculteurs, le grand débat de l'après-midi, c'est que peut faire l'Europe pour le climat. Le petit bouquin, là, j'en ai plus, mais il y a plein de gens très très différents. Je suis impressionné par la façon dont, hélas, à cause de la gravité des problèmes, à cause les gens bougent. Et puis, à titre perso, la plupart des gens, quand ils mangent une pomme ou quand ils donnent une pomme à leurs enfants, on en a marre de se demander combien de pesticides on est en train de bouffer. Et dans 10 ans ou dans 20 ans, est-ce qu'on va trouver parce que, voilà. Donc, je crois que la plupart des gens, si on dit qu'il y a des solutions concrètes qui cassent pas la baraque, on peut quand même vivre bien, mais avoir une alimentation plus saine, avoir un humus, une terre qui retrouve sa fécondité, la plupart des gens sont assez sensibles à ces questions. La question est de savoir est-ce qu'on est capable de donner un cap. Quand je dis Roosevelt, l'état de guerre, c'est l'ensemble de l'économie américaine qui se transforme. Parce que si c'est chacun qui doit faire des efforts surhumains, on se sent, parfois c'est trop difficile individuellement, et mon effort personnel ne fait qu'une petite goutte d'eau si l'ensemble de l'Europe continue à polluer. Par contre, s'il y a un changement collectif, ça donne envie à chacun de renforcer ces changements personnels. Merci pour votre intervention. Moi j'avais juste une question. Déjà vous avez parlé à nombreuses reprises que la France bloquait des propositions qui paraissaient aller dans le bon sens. Et du coup, ma question qui en découle, c'est pourquoi la France bloque, pourquoi le lundi on dit qu'on est en train de faire la bataille, et pourquoi le vendredi on refuse cette proposition-là. Pour la première question. Et la deuxième question, c'est dans une optique de gagner les élections là, en avril, je pense qu'il y a un gros idée derrière ce mouvement écolo. Il y a cette idée aussi de récupérer beaucoup des électeurs de droite qui sont votés pour les écolos. Et comment vous comptez justement persuader, convaincre les électeurs de droite? Et comment vous allez aborder, est-ce que c'est une idée que vous avez, est-ce que vous allez aborder les thématiques qui sont chères aux gens de droite, comme la culture, comme l'immigration, comme la sécurité? Est-ce qu'il faut se rendre compte que les écoles devraient s'approprier plus ces sujets-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Mais je ne sais pas si c'est les électeurs de droite en tant que tels qu'on veut récupérer. Quand le patron de Fleury-Michon me dit que je l'ai convaincu sur la semaine de 4 jours, c'est vrai qu'il est à droite, mais tous les salariés vont en profiter. Et il y a eu un référendum, plus de 80%, donc ça c'est chez Maminois, plus de 80% des salariés ont voté pour la semaine de 4 jours. Et je ne sais pas s'ils sont de droite ou de gauche. Moi, je sais que je suis de gauche. Voilà, pour moi, mes parents militaient avec Jacques Delors. Moi, j'étais un grand ami de Michel Rocard. C'était mon père en politique, en même temps un copain. Voilà. Donc pour moi, le mot gauche, il ne me fait pas peur. Mais il y a plein de gens pour qui gauche et droite, ça ne veut rien dire, parce que la gauche est tellement trahie que, il paraît que François Hollande est à Grenoble aujourd'hui, qui donne des leçons à tout le monde. Mais enfin, quand même, c'est le seul président de la République qui n'a même pas été capable de se représenter tellement son bilan était catastrophique. Donc, un tout petit peu de modestie, François. Donc, au lieu de taper, il flingue, voilà, pour se faire entendre, là, il flingue tout ce qu'il peut. Voilà, donc, pour moi, le mot de gauche, pour moi, c'est Pierre Mendès France qui, quand il est élu président du Conseil, dit je démissionnerai dans 1 mois président du Conseil. C'était le chef à l'époque, c'était l'équivalent du président de la République ou Premier ministre. C'est lui, et il est élu et il dit je démissionnerai dans 1 mois si je n'ai pas fait la paix en Indochine. Et tous les stupides et tous les antisémites de l'époque se moquent de lui. Ah, c'est qui ce petit juif? Il croit qu'il va faire la paix en 1 mois alors que ça fait 8 ans qu'il y a la guerre. Et Pierre Mendès France, malgré les ricanements, dit je démissionne dans 1 mois si je n'ai pas fait la paix en Indochine. Et il met toute son intelligence, toute son énergie, et 1 mois plus tard, il a signé la paix. Voilà. Et moi, j'aimerais qu'on ait la même énergie, que si on arrive au pouvoir, on peut dire je démissionne dans 2 ans si je n'ai pas obtenu un nouveau traité européen. Je démissionne dans 2 ans si je n'ai pas obtenu la taxe sur la spéculation, la taxe sur les milliardaires et un plan Marshall pour l'Afrique. Et du coup, ça donne une énergie et les autres chefs d'État se disent putain, celui-là, il n'est pas là juste pour déplacer 3 virgules. Voilà. Donc j'aimerais qu'il y ait des hommes et des femmes, de même qu'il y a plein d'hommes et de femmes qui mettent une énergie incroyable au niveau local, dans la vie associative. Notre pays se serait effondré s'il n'y avait pas des gens à la secours populaire, secours catholique, donc il y en a plein qui mouillent la chemise de façon considérable, mais le problème c'est que souvent la politique donne une image catastrophique, et je ne sais plus qui disait, si tous les dégoûtés s'en vont, il ne restera plus que les dégoûtants. Voilà. Donc s'il vous plaît, ne vous détournez pas de la politique, l'action associative est fondamentale,
la réflexion universitaire, les bouquins, c'est fondamental, mais il y a un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, voilà. Et donc, je pense qu'il faut qu'on... Donc, mon but, pardon si je réponds pas bien à votre... Mon but n'est pas de courir après l'électorat de droite, mon but est de convaincre un maximum. Quand j'ai commencé en disant que 75% des jeunes de France sont flippés complètement pour l'avenir et se disent qu'on va vers un avenir effrayant, et j'en vois chez mes enfants et chez les copains qui sont complètement désespérés, je m'en fous de savoir s'ils votent à droite ou à gauche, la plupart ils ne votent pas, j'ai juste envie de leur dire, mais tiens bon, il y a de la lumière au bout du tunnel, et au lieu de te désespérer, viens nous donner un coup de main pour faire bouger les choses. Et après ça, il y a des gens qui sont à droite, qui sont conservateurs, on ne va pas les changer, mais l'intérêt c'est qu'en démocratie, si on a 55% des voix, ça suffit pour faire bouger les choses, du moment qu'on respecte les libertés fondamentales des autres. J'ai répondu à votre question? Pardon. Moyen? Oui, donc, je me dis qu'en fait, les pères de famille, les mères de famille qui votent à droite aujourd'hui parce qu'il y a ce sentiment d'insécurité et ce sentiment de perte de culture qui peut-être est sûrement imprimer. Mais je me dis comment eux, on arrive à leur montrer que la priorité, c'est maintenant l'écologie, peut-être pas ce que... Mais l'autre jour, j'avais une question à l'ESCP, j'étais un débat avec Sandrine Rousseau sur quelle identité pour l'Europe, et je crois qu'il ne faut pas laisser les questions d'identité à la droite nauséabonde. Le nom de famille le plus répandu en France et le nom de village, c'est Martin. Et le nom de village le plus répandu, je crois qu'il y a Saint-Martin-d'Air, il n'y a pas là, c'est Saint-Martin. L'identité, voilà, Saint-Martin, c'est l'homme qui, pendant des siècles, a été le plus respecté. C'est un militaire qui est capable de couper sa tunique en deux, parce qu'il n'est propriétaire que de la moitié. L'autre moitié n'était pas lui, elle était à l'armée. Et tout ce qui est à lui, il le donne à un pauvre pour le protéger. Voilà l'identité de la France. Effectivement, on ne peut pas nier, c'est un des éléments d'identité, parce que maintenant, mais effectivement, on ne peut pas nier que voilà, Saint-Martin est le nom de village le plus répandu. Ça veut dire que pour les gens qui vivaient à l'époque, ce mec-là est vraiment admirable. Et c'est un militaire qui protège au lieu de... Je pense que Zemmour ou Le Pen se seraient moqués de lui, parce que le rôle d'un militaire, c'est de foutre dehors les pauvres. Voilà. Eh bien non, il donne tout ce qu'il peut pour protéger le pauvre. Et ce n'était pas un Français de souche, c'était un Hongrois. Voilà. Donc voilà, c'est à mes yeux un des éléments d'identité, c'est de la France, c'est ça. Et maintenant l'Europe a changé et on est tous tissés de plein d'identités. Et après ça, l'identité, c'est pas juste de regarder dans les rétroviseurs pour savoir si c'était mieux avant. L'identité, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et le plaisir de savoir qu'on est effectivement tous tissés de multiples sources où on se nourrit. Voilà. Et donc, l'identité, c'est plutôt quel est le projet qu'on a ensemble. Est-ce qu'on est capable de... Quand Kennedy dit « We choose to go to the moon », on a décidé d'aller sur la Lune, il y a des millions d'Américains qui se disent « Purée, je suis fier d'être Américain ». Ils ont des frissons dans le dos. Mais c'est pas juste regarder dans le passé, les grands fondateurs des États-Unis, c'est un projet collectif et c'est pas du pipeau. Kennedy, les comptables s'arrachent les cheveux, mais Kennedy veut gagner la Lune et il multiplie par 15 le budget de la NASA. Et il crée 300 000 emplois. Et le peuple américain se dit « Waouh, je suis fier d'être dans ce pays ». Que les gens soient blancs ou noirs, femmes ou mecs, jeunes ou vieux, ils sont fiers parce que les États-Unis ont un projet. Voilà. Quand il y a le charbon et l'acier, les gens sont heureux d'avoir un projet européen. La guerre n'est plus possible. Aujourd'hui, quel est le projet qu'on a ensemble ? Et comment est-ce qu'on tisse du vivre? Et ça veut dire aussi des politiques concrètes, une politique du logement. Moi, ma femme est arrivée en France, enfin ses parents sont arrivés en France, ne savaient pas parler français. Quand ma femme est arrivée à l'école, elle ne parlait pas français, et maintenant elle est professeure agrégée. Mais c'est qu'à l'époque, on se donnait les moyens d'avoir du boulot presque pour tout le monde. Ils sont arrivés dans un quartier très populaire, mais c'était pas un ghetto. Et à l'école, il y avait en même temps des douches toutes les semaines parce qu'il y a des familles où il n'y avait pas de douche. C'était un quartier populaire, mais voilà. Et on apprenait le français de langue étrangère pour que tous ceux et celles qui arrivaient à l'école sans parler français ne soient pas en situation d'échec pendant les 15 ans qui viennent, mais qu'on leur donne les moyens en 2 ou 3 ans de se mettre au même niveau. Voilà, donc. Et aujourd'hui, on est 3 fois plus riche qu'il y a 45 ans et on ne se donne pas les moyens ni d'avoir une politique du logement, ni une politique de l'emploi, ni une politique d'éducation qui permet cette intégration. Alors que notre pays n'est pas du tout raciste. Notre pays est le pays où il y a le plus de mariages entre gens qui viennent d'origines différentes et ça fait de très bons... Voilà. Donc, on n'est vraiment pas un pays raciste. Et c'est vraiment flippant que la zémourisation et la bollorisation des esprits, mais c'est vraiment que la gauche n'est pas capable de porter un projet. Et de voir comment toute la droite court après Zemmour, c'est flippant. Mais nous, est-ce qu'on se donne les moyens avec des choses simples? Jean Jaurès disait que la politique, c'est des choses simples qu'on répète simplement jusqu'à ce que tout le monde ait compris. Jaurès était agrégé de philo. Il y a des fois, il fait des pages, il faut lire 4 fois tellement c'est subtil et intelligent. Mais il disait la politique, déjà à l'époque, la plupart des citoyens pensaient que la politique, c'est des gens corrompus, qui se goinfrent, qui sont juste au service de leur nombril. Et Jaurès, pour lutter contre cette défiance, disait il faut dire des choses simples, qui sont efficaces. Il disait il faut user le doute comme on fatigue la salade. Répéter, jusqu'à ce que les gens se disent ok, j'y crois, c'est possible. Et je le répète, vu les fonctionnements des médias, si on n'est pas des centaines à être porte-parole de ces idées, simplifier les messages, on ne va pas faire campagne
campagne sur 800 propositions, mais les 4 ou 5 propositions qu'on a en commun et qui peuvent changer la vie des gens. Et si on n'est pas d'accord à 100%, c'est pas grave, on n'est pas favorable au clonage humain. Et je ne sais pas qui tout à l'heure disait, est-ce qu'il n'y a pas des désaccords sur l'Europe? Je suis désolé, Manuel Valls avait théorisé le fait qu'il y avait 2 gauches irréconciliables. Je pense que Manuel Valls est irréconciliable. Je le connais depuis 30 ans. Je ne sais pas s'il y a des psychiatres dans la salle, mais déjà il y a 30 ans, quand on était chez les jeunes rocardiens, il était en bagarre avec tout le monde. Et donc je pense que c'est faux de dire qu'il y a 2 gauches irréconciliables au Parlement, en particulier sur les questions européennes. Au Parlement européen, je travaille la main dans la main avec Manon Aubry, qui était la tête de liste de Mélenchon. On n'est pas d'accord à 100%, mais on est d'accord sur les questions essentielles, y compris sur comment, en quelques années, on peut tordre l'Europe et redémarrer à quelques pays. Encore une fois, ce n'est pas l'unanimité. Désolé si je ressasse ça. Il y a des choses qu'on peut engranger dès les premiers mois si on gagne sur les questions de fiscalité. Et puis on peut redémarrer sur les questions avec des nouveaux traités. L'espace Schengen, on a le fait de pouvoir aller d'un pays à l'autre sans avoir des barrières. On a commencé avec 5 pays. Puis l'année suivante, on était 8. Et maintenant, on est 27. Si on avait attendu l'unanimité pour faire l'espace Schengen, on n'aurait jamais... Pareil pour la monnaie unique. Donc s'il y a une volonté politique chez les fondateurs, les grands, et qui entraînent d'autres, on peut avoir une Europe qui redémarre en quelques années. Et là-dessus, avec Manon Aubry, on est vraiment d'accord à 80%, et avec Yannick Jadot. Donc, et avec Olivier Faure. Olivier Faure est venu me chercher pour que je sois sur la liste avec Raphaël Glucksmann et le PS. Donc si Manuel Valls et Hollande étaient encore les chefs du PS, je ne vous dirais pas que tout va bien. Mais je crois en fait, on n'a jamais été aussi proche. La primaire populaire, elle a commencé par un travail sur un socle commun. Avant de choisir qui est le chef d'équipe, ce qui est important, tant qu'on n'a pas changé les institutions, il faut qu'on arrive à l'Élysée pour changer les institutions. On ne pourra pas faire une constituante, on ne pourra pas faire un référendum s'il n'y a pas l'une ou l'un de nous qui arrive à l'Élysée. Mais on a commencé par un socle commun sur les propositions. Et ça énerve peut-être la droite et certains commentateurs, mais il n'y a pas des gauches irréconciliables, ni sur les questions sociales, ni sur les questions européennes. Oui, on a encore un petit peu de temps, mais uniquement sur des questions sur l'économie, l'Europe ou le climat. C'est par rapport à l'écologie, mais c'est même un peu plus vaste en fait. Comment vous envisagez, est-ce que vous pensez que les territoires sont une clé pour la transition sociale, écologique, etc. Est-ce qu'il faut un État central qui planifie tout, ou alors est-ce qu'il faut essayer de faire des choses, même si c'est moins formel au niveau de la démocratie locale? Après ça, on va s'arrêter parce qu'il y en a qui partent, mais je crois que tous les niveaux sont importants. C'est au niveau local qu'on voit les problèmes et qu'on invente les solutions. C'est au niveau local qu'on crée des dynamiques, parce qu'on se connaît, parce que oui, je t'ai vu hier, parce qu'on se connaît, ça fait 15 ans qu'on est sur le même territoire, on peut se faire confiance, les entreprises, les élus, même si on n'est pas... Voilà. Donc le niveau local est fondamental. Le niveau européen est crucial pour trouver des financements, même si on pourrait faire des choses au niveau français. Même la Cour des comptes dit que le CICE, c'est des dizaines de milliards qu'on a mis avec un effet marginal. Si l'argent qu'on a mis sur le CICE au niveau national, on l'a mis sur le climat ou sur la politique du logement, l'effet sur l'emploi aurait été beaucoup plus important. Donc je ne dis pas qu'il n'y a que le niveau européen pour trouver des financements, mais le niveau européen, si on veut utiliser autrement l'argent de la Banque centrale, je n'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais il y a 1 an et demi, en juin, il y a 18 mois, la Banque centrale européenne avait créé 1300 milliards en un jour qu'elle a donné à taux négatif aux banques. Donc c'est qu'au niveau européen qu'on peut utiliser autrement l'argent de la Banque centrale. Mais vu la gravité du problème, il faut agir à tous les niveaux. Il y a plein de choses au niveau local, mais oui, il y a besoin d'une organisation au niveau, Mélenchon parle de planification écologique. C'est pas choquant de se dire qu'il y a une entreprise, moi j'étais pendant 11 ans chez Accenture, il y avait une direction de la planification. Oui, c'est pas chacun qui fait ce qu'il veut dans son coin. C'est quand même bien si on a un calendrier collectif et c'est une action collective. Oui, donc c'est pas stupide de se dire qu'il y a une planification, qu'on se donne 10 ans pour que tous les agriculteurs aient pu se transformer. On sait qu'il y a des problèmes de formation. Donc il faut qu'on voit, si on se dit que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés, on se donne un cadre national et après ça, c'est au niveau local qu'on va recruter les gens et qu'on va les former. J'ai un de mes frères qui était patron dans le bâtiment et qui m'expliquait que dans le bâtiment, quand tu as une petite PME, tu n'es jamais à te projeter dans 1 an ou dans 2 ans. Il me disait quand ça va mal, on est juste pris par les urgences et quand ça va bien, quand on a décroché un contrat important, on va chez le concurrent pour trouver un carreleur ou pour trouver un électricien. Bon, voilà, les problèmes de formation, ça viendra plus tard. Par contre, si on sait que tout le secteur du bâtiment va avoir du boulot pendant 20 ans parce qu'il faut isoler tous les bâtiments publics et privés et qu'en plus on va passer à 4 jours parce que les ouvriers du bâtiment voudront aussi d'ici quelques années profiter des 4 jours, et bien ça veut dire qu'il y a un besoin de formation considérable. Et là, au niveau local, lui à Saint-Étienne, on se met ensemble pour dire voilà comment est-ce qu'on forme.
Et on négocie avec l'État le fait qu'on va recruter des gens on va les mettre en CDI dès le début, mais pendant les 3 premiers mois, ils ne seront vraiment pas efficaces. Et donc c'est pas choquant de se dire on leur donne un vrai contrat et le coût pendant 3 mois, c'est l'État qui paye parce qu'en fait, ils sont en formation. Voilà, et je trouve ça pas choquant dans une situation, a priori, j'en ai marre des baisses de cotisations sans création d'emplois. Je suis pas un libéral qui dit que la seule solution, c'est des baisses de cotisations. Mais si effectivement le secteur du bâtiment doit recruter 300 000 personnes, y compris des gens pas très qualifiés, parce qu'il y a du boulot pour 300 000 personnes pendant 20 ans, c'est pas choquant de se dire que pendant 3 mois, il y a un système un peu mixte où ils sont embauchés par les gens, ils sont formés par des anciens qui allaient partir à la retraite, on innove un peu et le coût pour l'entreprise est marginal pendant 3 mois. Mais parce qu'ils sont embauchés en CDI. Donc je pense qu'il faut inventer des choses et que je prétends pas, je dis juste que s'il y avait un cap clair, moi j'ai quelques idées, parce que ça fait 7 ans que je bosse essentiellement sur le climat, mais je suis persuadé que si on donnait un cap et avec des financements massifs, on aurait une intelligence fabuleuse et qu'on réglerait la plupart des problèmes très très vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes existants dans les traités européens et qui vous empêcheraient de mettre en place certaines des missions que vous portez et quelles vous pourriez proposer pour réformer ce traité? Alors, je pense qu'en termes de stratégie, si on arrive au pouvoir, il faut d'abord engranger des choses qui font assez vite consensus. Voilà ce dont je vous ai déjà parlé 15 fois depuis 1h30. Il y a des choses quand même, si on a 60 milliards de plus sur la table, ça fait pas de mal. Si on a, donc ça, il faut l'engranger assez vite. Et après ça, il faudra changer les traités, effectivement, parce que l'Europe, du point de vue démocratique, c'est insupportable. L'autre jour, on était en négociation, je regrette de ne pas l'avoir filmé, parce qu'on en avait tous marre de faire semblant. Parce qu'officiellement, le Parlement est co-responsable du budget. En fait, le Parlement a beaucoup moins de pouvoir que les chefs d'État. La Commission joue un rôle là. Et l'autre fois, on avait 2 réunions à la suite. Et quand le président de la séance a donné la parole à la ministre, en plus, tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside. Donc la pauvre ministre slovène, c'est pas du tout une critique pour la ministre slovène, parce que moi, là, je commence à comprendre comment ça marche, parce que ça fait 2 ans et demi que je suis député et que j'ai été d'abord shadow rapporteur avant d'être rapporteur général et qu'il y a plein de gens qui m'aident à réfléchir. La pauvre ministre slovène qui débarque là, en même temps, elle s'occupe de son budget en Slovénie et puis elle vient une fois tous les 15 jours à Bruxelles, elle lit des notes qu'on lui donne. Voilà, c'est juste ridicule. Il y a aucun, et la plupart des questions sont encore à l'unanimité, il n'y a aucun groupe humain qui fonctionne à l'unanimité. Même aucun club de foot, aucune chorale, même une coopérative ne fonctionne à l'unanimité. Donc il y a des moments où les règles sont ridicules et tuent la démocratie. Et l'unanimité, ça tue la démocratie, ça laisse la place soit à l'inertie, soit à des lobbies. Et donc, ça fait 30 ans que les dirigeants allemands nous proposent une réforme radicale des institutions pour avoir un système plus démocratique. C'est par exemple le discours de Joschka Fischer en 2000 qui disait que l'Europe allait crever si on continue avec ce système très très peu démocratique. Joschka Fischer disait il faut élaguer les compétences. L'Europe ne doit pas s'occuper de tout, mais là on a besoin d'être ensemble pour retrouver une souveraineté. Contrairement à ce que disait Moore, ça n'est pas un abandon de souveraineté. C'est juste que, par exemple, sur les questions militaires, aucun pays tout seul n'a une vraie souveraineté. Sur les questions de diplomatie, quand c'est l'horreur à Gaza, on peut pousser des hauts cris, on n'a rien à faire. Quand les États-Unis se dégagent de l'Afghanistan sans nous prévenir, oh, ils sont pas gentils, les Américains. Oui, mais enfin, tu croyais qu'ils étaient gentils? En 92, déjà, il y a eu 5000 morts à Sarajevo, c'était l'horreur à Sarajevo. Les États-Unis ne sont pas intervenus et tout le monde a dit il est temps que l'Europe ait une diplomatie et une défense. C'était en 92, on est 30 ans plus tard. Donc, est-ce qu'on se donne les moyens à quelques pays d'avoir une diplomatie, d'avoir une force d'interposition? Et ça, il n'y a pas besoin on peut recommencer avec quelques pays comme on l'a fait pour l'espace Schengen. Donc, je pense qu'en termes de stratégie, la première étape, engranger tout ce qui est possible dans les 6 premiers mois, si on arrive au pouvoir dans la première année, et puis après ça, dire avec les pays qui le veulent, on relance une Europe beaucoup plus démocratique et plus sociale.